Bonjour à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Ciné20, le troisième, l'émission on boit du vin et on fait des recos des films qui viennent de sortir en salle ou sur les plateformes, même si c'est plus souvent en salle. On nous a dit qu'il fallait dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, parce que j'imagine que notre public est constitué de gens entre 3 et 15 ans. Mais en tout cas, voilà, on le dit. Et je suis Alexis, bonjour Owen. Bonjour. Est-ce qu'on peut immédiatement commencer par le vin qu'on va boire aujourd'hui ? Ouais, bah aujourd'hui on boit, figure-toi, un Saint-Émilion Grand Cru, mais un Saint-Émilion Grand Cru Lidl. D'accord. Comme quoi, parce qu'il y a des bons alcools à Lidl, et celui-là est très sympa. Voilà, Pourquoi pas. et pas si cher. Ok. Ben pourquoi pas, après tout. Est-ce que tu pourrais nous dire de tête les films dont on va parler aujourd'hui ? Ouais, alors on va commencer par The Whale. Après, on va aller un petit peu dans le passé, parce qu'il y a une ressortie de The Host en ce moment, qui est en 4K, enfin une ressortie 4K. Et donc on va parler vite fait de The Host. Après, on va parler du docu de Laura Poitras qui s'appelle Toute la beauté et le sang versé. Et après, on va chacun parler de films qu'on a vus de notre côté. Moi, je vais parler de Cocaine Bear. Et toi, de Scream 6 et de, j'ai déjà oublié, En plein feu. Ouais, En plein feu. Et après, on va parler des films qu'on s'est tous les deux recommandés. Donc moi, j'ai montré à Alexis The Raid, et lui, il m'a montré Le Canardeur de Cimino. Ouais. Tout à fait. Mais avant de commencer, parce que comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, en fait, depuis la dernière, il y a eu les Oscars qui sont passés par là. Ouais. Les Césars aussi, mais bon, là, ça commence à faire un peu longtemps. Et puis les Césars, c'est vrai qu'en fait, je me dis, ça a été tellement un raz-de-marée pour La Nuit du 12 et L'Innocent que... Qui sont, moi, les deux films français que j'ai préférés l'année dernière. Moi, c'est pas ceux que j'ai préférés, mais je suis content pour Dominique Moll, c'est un mec que j'aime bien. Et L'Innocent, j'ai vraiment trouvé ça chouette aussi. Donc en soi, bon, la cérémonie en tant que telle... Enfin un César pour Virginie. Enfin un César pour Virginie. Non, mais c'était une chouette cérémonie, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire dessus. Mais en même temps, c'est vrai que les Oscars, maintenant que j'y pense, pas grand-chose non plus, parce qu'en fait, ça a été le triomphe du triomphe de l'année dernière, en fait. Ouais. Aux États-Unis en tout cas. Mais toi, c'était ton film préféré. Donc Oui, toi, bah moi, en 2022, mon film préféré, c'est Everything Everywhere All at Once. Et du coup, j'étais très content de le voir rafler absolument tout. Et très content pour Michelle Yeoh, très content pour Kiwi Khan. J'ai chialé pendant toute la matinée du lendemain des Oscars à revoir des clips sur TikTok. La façon dont Ariana DeBose a de dire Kiwi Khan en commençant déjà à chialer. Moi, j'ai les larmes aux yeux tout de suite. Jamie Curtis qui a enfin un Oscar, ça fait plaisir. Même si moi, dans le film, c'était plutôt la performance de Stéphanie Chou qui m'avait vraiment bluffé. Mais trop content pour Jamie Curtis. Et puis on va en parler de The Whale, mais du coup Brendan Fraser qui fait son grand retour dans le cinéma après un passage très compliqué pour lui. Et... Voilà. Ouais, non, moi je suis d'accord. Et puis en plus de ça, vent de fraîcheur, enfin c'est un film ultra vivant, fait par deux jeunes réalisateurs qui ont encore plein de trucs à faire devant eux. J'ai vu qu'ils étaient engagés sur une série Star Wars là. Okay. Une future série Star Wars, et comme quoi ça prouve que faut pas négliger les jeunes auteurs et ces jeunes réalisateurs, et que même Disney part chercher des gens comme ça. Mais je suis content pour eux parce que ils ont fait un film en tout cas original, quoi, qui détonne vraiment du paysage actuel dans le cinéma populaire. Et ça, c'est vrai que c'est quand même cool. Je suis étonné de voir autant de gens, y compris les Inrocks, faire un petit peu les pisse froids, désolé de le dire comme ça, mais de parler d'auteurisme pop, tu fais... Alors j'ai lu leur article et j'ai rien compris, dans le sens où j'ai pas compris si c'était content ou si c'était pas content, mais je comprends pas que, bon, d'accord, Spielberg n'est pas reparti tard non plus, enfin ils sont pas repartis avec des statuettes. Bon, Cate Blanchett, elle en a déjà 2, Spielberg, on les compte pas. Bon, puis même Spielberg, il avait l'air content pour ces mecs-là en plus, il a jamais nié son admiration pour leurs films tout au long de l'année, donc bon, il y a un moment, je sais pas, soyez contents, quoi, genre, c'est bon, c'est une cérémonie, quoi, c'est pas non plus, vous avez le droit d'apprécier les autres films, mais bon, ça va, on met pas tout l'enjeu non plus du cinéma dessus, calmez-vous, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, après, c'est surtout quand on a vu les dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'Oscars qui étaient vraiment très mineurs. Oui. Enfin, je pense à Green Book, je pense à
Il y a eu quoi? Il y a eu Spotlight, des films qui sont pas mauvais. Parasite. Non, Parasite, c'est incroyable. Mais tu vois, il y a des films qui sont pas mauvais, mais qui sont... Ou même Coda, j'ai pas vu Coda, mais apparemment c'est pas, c'est ça, c'est pas un grand film. Moi, Spotlight, je trouve ça plutôt mauvais, hein, pour le coup, même. Enfin, insipide, quoi. Vraiment, Ouais, moi je dirais pas que c'est mauvais, mais oui, c'est pas un film qui va rester, c'est pas un film qui va... Ouais. Mais non, du coup, moi je trouve ça, au contraire, ça fait plaisir, c'est un Oscar qui change un peu, qui va récompenser du coup des jeunes réals qui tentent des choses. Franchement, ça fait plaisir. Puis voilà, je crois que c'est la première cérémonie depuis 10 ans où il n'y a pas un scandale sur... C'est possible, ouais. soit que les minorités sont pas assez représentées, soit qu'il y a quelqu'un qui frappe une autre personne sur scène. Par exemple, que... oui, sûrement, c'est vrai, ouais. Non, c'est vrai que c'était... Là, j'ai l'impression que populairement, les gens étaient vraiment contents de cette cérémonie. Enfin... Ouais, je pense aussi, à part certains vents de racisme et autres, mais qui sont un peu inévitables. Hein. Ou certaines personnes qui encore une fois disent mais non, mais Spielberg n'est pas reparti avec une statuette ou des trucs comme ça. Bon, oui, on peut se calmer un peu, et puis surtout qu'Everything All At Once, bon après on récompense un succès encore une fois en salle, hein, parce que les Oscars, mais les Césars aussi un peu, hein, mais on récompense pas des films underground, on récompense des films qu'on fait parler d'eux en salle. Et Everything All At Once, c'est un film qui a été vu par plein de gens, qui sont des minorités aux États-Unis. Donc c'est un film qui a eu un vrai élan populaire dans le vrai sens du terme, quoi, dans le sens ultra divers. Et voilà, donc ça veut dire que c'est un film qui a été poussé par certaines personnes en allant le voir, par du bouche à oreille. Ouais, il a beaucoup fonctionné au bouche à oreille. Ouais, c'est ça. Et du coup, qui a été poussé pour atteindre ce palmarès-là. Et je sais pas, on peut... Enfin, tant mieux, quoi. Y a rien... En tout cas, je vois rien de négatif là-dedans, quoi. Après, c'est clair, moi, mon petit chouchou, c'était The Fabelmans, donc c'est clair que s'il avait pu l'avoir, j'aurais été heureux, mais bon, encore une fois, moi, celui qui me fait marrer, c'est l'Oscar des meilleurs effets visuels. Est-ce qu'il y avait vraiment une chance pour qu'Avatar 2 ne l'ait pas? Est-ce qu'il y avait le moindre risque pour qu'il ne l'ait pas? Mais voilà, bon, pareil, Avatar 2, moi, j'aurais bien donné d'autres prix, mais bon, pareil, quoi, je veux dire, le film a déjà été assez récompensé comme ça, ne serait-ce que par l'énorme argent qu'on va ramener dans les poches de Cameron et de Disney. Je sais que ça a pas mal étonné, parce que mine de rien, le deuxième film qui a eu le plus de prix, c'est À l'Ouest rien de nouveau. Alors moi, je l'ai pas vu, j'avais vu l'original, mais il a quand même raflé 4 Oscars, pardon. Alors j'ai pas vu le film, donc là je parle vraiment à l'aveugle, mais je sais que les gens critiquaient aussi un peu le lobbyisme de Netflix, qui a vraiment poussé à fond, qui a vraiment insisté pour que ce film-là soit dans toutes les catégories, et qui a vraiment ce truc de Netflix qui essaie de mettre ses billes le plus possible dans les grandes cérémonies. Ouais, c'est ça, ça a été dans les grandes cérémonies en général, parce que les Oscars fonctionnent par lobbyisme de toute façon. Ça vient d'être cassé assez récemment, mais pendant plus de 10-15 ans, chaque Oscar, par exemple, du meilleur film d'animation, c'était toujours Disney qui l'avait, soit par un Pixar, soit par l'un des siens. Je crois que ça a été brisé par Spider-Man No Way Home. No Way Home, qu'est-ce que je raconte Into the Spider-Verse. C'est celui-là qui a un peu brisé le cercle, mais du lobbyisme, il y en a absolument tout le temps. C'est pas pour ça que c'est pas pour rien que les maisons mères sont toujours présentes là-bas. Mais on sait qu'il a fait du lobbyisme en général sur son film, qu'il a eu une campagne très agressive de communication, et voilà, pour eux c'était un peu le grand film, parce que voilà, on parle de la guerre, on parle de reprise d'un classique, machin. Moi je l'ai pas vu non plus, mais il a eu la meilleure photo alors qu'elle a l'air absolument grisâtre, immonde, et vraiment tout ce que tu peux attendre d'un film de guerre. Voilà. La musique, je sais pas, je l'ai pas entendu, mais en tout cas c'est vrai que ça a pas l'air très intéressant. Après moi je l'ai pas vu, mais une meilleure photo, meilleure musique, j'ai 2-3 films en tête à qui je l'aurais bien donné sans trop de soucis, quoi. Ok. Bon, on attaque par The Whale. Ouais. Je vais faire le synopsis et je te laisse commencer. Ouais, je crois que c'est toi qui as préféré. Ouais. The Whale, qu'est-ce que ça raconte? C'est un homme comment on appelle ça, d'obésité morbide, bloqué chez lui avec toute cette, on va dire, addiction au sucre aussi que ça implique, et la solitude. Et son amie infirmière va lui dire que globalement, là, s'il fait rien, il va crever à la fin de la semaine. Et il va se retrouver des élans, on va dire qu'il va être... Le film va le suivre dans une espèce de quête de la sincérité, c'est-à-dire lui va vouloir retrouver sa fille qu'il a perdue de vue depuis 8 ans, je crois.
Et en même temps, c'est un prof qui donne des cours à distance, et ce truc de la sincérité dans les copies de ses élèves, et on comprend que c'est ces deux choses-là qui vont être en parallèle, retrouver sa fille et hurler à tous ces jeunes gens, soyez sincères, soyez sincères, soyez sincères. Et sa fille est peut-être un peu trop sincère, et du coup lui va se retrouver un peu dans une espèce de petit tourbillon émotionnel pendant cette semaine-là, quoi. Voilà, en gros. The Whale. Le retour de Darren Aronofsky, voilà, qu'on n'avait pas vu depuis Mother, qui a toujours été un gars qui faisait un peu débat. Et puis voilà, je vais peut-être te laisser te dire ce que t'en as pensé, ou alors tu veux que je commence, comme c'est moi qui ai préféré? Ouais, vas-y. Aronofsky, moi c'est un mec que j'aime plutôt bien. Seulement, il y a des trucs que j'aime. Par exemple, son Requiem for a Dream, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est assez vulgose en fait. Je trouve que c'est assez vulgose et en vérité pas très intéressant. En fait, j'ai l'impression que c'est très artificiel ce qu'il a amené à devenir un peu culte. La musique, ce truc du montage extrêmement cut avec, voilà, il prend de la drogue, un gros plan sur les yeux, enfin, tout un enchaînement qui est, pourquoi pas, mais bon, que finalement je trouve un peu facile dans le fond. J'aime beaucoup son Black Swan, vraiment beaucoup. J'avais plutôt aimé Mother. Je trouvais que c'était imparfait, mais il y avait des jolies idées. Bref, je trouve que c'est un gars qui est assez qui peut diviser dans sa filmographie en général d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est un des gars où au sein d'une filmographie personne n'est trop d'accord sur quel film est bien, quel film est pas bien. J'ai l'impression qu'il fait partie de ces types où ouais, ça divise fort, quoi. Je trouve que The Whale à la fois détonne et en même temps c'est du pur Aronofsky, dans le sens où il y a toujours cette envie de montrer des personnages très affaiblis, solitaires, bloqués en général aussi dans des boucles. Bon, là c'est littéralement un huis clos, et justement ce huis clos lui permet d'être beaucoup plus... il retient vachement ses effets de style qui font normalement sa personnalité. Et parce qu'on est dans un huis clos, donc il n'y a pas un milliard de plans à se faire succéder de manière épileptique. Donc là, je trouve qu'il atteint quelque chose de très simple, et en même temps, ça devient de la mise en scène pure, c'est-à-dire qu'on peut vraiment penser de la composition, du rythme, avec quelque chose de très millimétré. Fraser est très bon. Je trouve qu'il l'a pas choisi pour rien, il a une très belle voix, déjà, typiquement, parce que le premier plan du film, on ne le voit pas. L'intro est super. Bref, il le met à son honneur. J'aime bien en général, moi, cette idée de personnage qui entre et qui... Enfin, j'aime bien les huis clos, en fait, en général, parce que justement, pour moi, soit c'est très intéressant, soit ça l'est absolument pas. J'ai pas de huis clos en tête où je suis moraf comme ça. Et pour une fois, dans un film d'Aronofsky, je trouve qu'il y a une vraie tendresse qui s'en dégage. Moi, c'était la cascade, à peu près tout le temps. Dans ce film-là. Je trouve qu'il n'y a pas de... Bon, les jeux de mots, je trouve qu'il n'y a pas de gras dans ce film-là. Non, mais j'ai pas trouvé d'autre manière de le dire. Je trouve qu'il est assez concis, en fait. Quand même, il dure 2 heures, mais je trouve qu'il passe assez bien. J'aime bien la fin, ce qui est pas facile sur le papier pour un film comme ça. Et voilà. Et en même temps, je trouve, quand même, c'est équilibré. On garde le côté bourrin d'un Aronofsky, quand même, dans sa manière d'écrire tout ça. Genre, je pense à un livreur de pizza qui passe, et il y a un moment où il voit le mec à qui il donne les pizzas, parce que généralement il lui dit posez-les sur la chaise dehors et récupérer l'argent. Et il y a vraiment un plan sur le gars qui voit à quoi ressemble Brendan Fraser. Il fait vraiment un comme ça, et tu fais wow, c'est vraiment très attendu. C'est un peu bourrin dans la manière de le montrer, mais en même temps, bon, ça permet de débloquer quelque chose dans l'intrigue. C'est efficace au final, quoi. Non, moi c'est un film que je recommande vraiment, et qui fait plaisir pour un mec comme Aronofsky, encore une fois, d'être dans la retenue. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, d'être dans une forme de retenue qui permet, mine de rien, toujours de montrer que t'es un vrai réalisateur, quoi. Quand t'as vraiment des outils très limités, que t'arrives à les utiliser aussi intelligemment, quoi. Donc voilà, moi, mon avis sur The Whale. Et en général, je trouve que ça joue vraiment très bien. Je trouve aussi, en général. Même au-delà de Fraser, mais qui est... Ouais, Fraser, encore une fois, j'avais oublié qu'il avait une voix comme ça, quoi. Je me souviens que comme c'est la première chose qu'on entend en plus de lui, enfin qu'on voit de lui, c'est vraiment sa voix. Et il a des yeux aussi, il a des sacrés yeux. Sa façon de regarder, même que ce soit maintenant ou dans les films à sa belle époque. Mais oui, c'est vrai. Et puis du coup, comme il a énormément de maquillage sur lui, et de couches et de couches de je ne sais quoi pour lui donner ce visage et ce corps, il a que les yeux pour jouer. Vraiment, quoi. Et du coup, ça
ça fait presque un parallèle entre ce que l'acteur a dû vivre avec le maquillage et son personnage, c'est-à-dire qu'il est bloqué sous ces couches-là, et comme le personnage, encore une fois, il n'a que ses yeux et sa voix pour s'exprimer et pour montrer ses émotions, et ça marche du feu de Dieu, quoi. Donc pareil, Oscar 1000 fois mérité. Encore une fois, moi, les acteurs, c'est pas forcément quelque chose qui me transcende généralement, mais là, j'ai été assez scotché, ouais. Voilà. Ok. Bah moi, Aronofsky, quand j'étais ado, je me suis dit, ah, ça va être mon nouveau dieu. J'avais vu Requiem for a Dream, et j'étais en mode, oh, c'est trop bien, la réalisation est incroyable, il y a des trucs que j'avais jamais vu avant, en fait. Je me rappelle d'un plan au tout début, où on suit deux personnages, et à un moment, l'image se sépare en deux. Et du coup, j'étais en mode, mais comment il a fait? En fait, c'est sûrement juste deux caméras collées côte à côte et qu'ils ont séparé après. C'est un peu comme ça que j'écrirais ce film-là, moi. Un film d'ado, effectivement. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas envie de le revoir parce que je sais que je vais pas aimer si je le revois. Je sais qu'il a pas très bien vieilli et qu'il est sûrement très bourrin pour pas grand-chose. Donc ouais, voilà. Sinon, j'ai pas trop aimé les autres films que j'ai vus de lui. J'avais vu Noé que j'ai détesté. Je sais que toi, t'es un peu plus tendre avec lui. Ça va, il y a des moments que j'aime vraiment bien, ouais. Ouais, moi je trouvais ça laid, mais d'une laideur infinie. Et que ça jouait mal et tout. Et j'avais vu The Fountain, où là, c'est un trip que je n'ai pas compris. En fait, je l'ai regardé juste après quand j'étais à Boto, pareil, après avoir vu Requiem for a Dream, et j'ai pas retrouvé la chose que j'avais bien aimé dans Requiem. Là, c'est un trip complètement halluciné avec un Hugh Jackman qui vit dans plusieurs réalités parallèles. Enfin, j'ai pas du tout compris. Donc pour moi, Aronofsky, c'est quelqu'un qui c'est pas un de mes réals préférés. J'ai eu un peu du mal avec ses films. Et celui-là, je l'ai bien aimé. Hein. J'ai vraiment bien aimé The Whale. Moi, comme toi, j'aime beaucoup les huis clos. Là, je trouve que ça fonctionne bien. Et je trouve que ça ne fonctionne pas toujours bien avec tous les personnages. Il y a des personnages que j'aime beaucoup, notamment l'infirmière, et toutes les interactions que du coup Brendan Fraser a avec cette infirmière-là, je trouve vraiment très tendre et touchante et vraiment sincère. Mais j'ai du mal à comprendre le personnage de la fille, qui pour moi manque vraiment de nuances. Ils en ont fait vraiment une giga connasse en pleine crise d'adolescence, mais je trouve que ça va trop loin dans le cliché de l'ado rebelle, et ça manque de nuances, ça manque peut-être un peu de moments où peut-être un peu de tendresse, je sais pas, mais du coup j'ai toutes les scènes où elle était là, j'étais juste en mode ça me sort du film, donc voilà. Et mais à part ça, sinon, comme tu l'as dit, Brendan Fraser est assez incroyable. Surtout que on n'a pas trop dit, mais Minora, il a un peu vécu, pas au même niveau, mais il a un peu vécu aussi ce que le personnage a vécu, c'est-à-dire une grosse dépression avec grosse prise de poids, la santé qui suit plus, tout. Donc déjà c'est pas déconnant de prendre cet acteur pour jouer ce personnage-là, parce qu'il y a du vécu. Et non, voilà, moi ça me fait plaisir de revoir Brendan Fraser. Moi j'ai beaucoup aimé son rôle, notamment dans Scrubs, où il joue un des rôles les plus touchants. Si vous avez vu Scrubs, vous avez chialé à ce moment-là. Mais non, ouais, ça me fait plaisir. Et je trouve que la réal est vraiment bien faite, parce que c'est aussi un des enjeux du huis clos, c'est d'arriver à mettre en scène un petit lieu, un lieu fermé. Et là, je trouve qu'elle suit très bien, et ouais, pas de problème à ce niveau-là. Donc non, moi je trouve que c'est un film très sympa. Je reviens rapidement sur l'ado, parce que moi je suis pas spécialement d'accord. Je dirais que l'ado, je mettrais presque la même chose que ce que je disais sur Fraser, mais à l'opposé, quoi. C'est-à-dire que là où Fraser, enfin son personnage, n'a que ses yeux et sa voix pour s'exprimer, et que du coup c'est que dans ces petites nuances de regard et de timbre qu'on peut percevoir son évolution, sa compréhension du monde et tout ça. Elle, c'est l'inverse, comme elle ne fait que enfin je sais pas si elle crie beaucoup, bon elle crie pas mal quand même, qu'elle ne fait que en tout cas parler fort, être en colère en tout cas, ouais. Et justement c'est les nuances au sein de cette colère là dont va se dégager de la tendresse, de la colère dans la colère, en tout cas voilà, de la sincérité, et c'est là pareil pour moi, c'est presque en miroir, quoi, c'est-à-dire okay. C'est comme ça que moi je l'ai perçu en tout cas, et qui fait que moi j'ai pas de problème avec ce personnage là spécialement. Après, l'actrice c'est très bien, on l'a vu dans Stranger Things, elle s'appelle Sadie Sink,
Ok. C'est la rousse de Stranger Things. J'ai vu que la saison 1 à l'époque. Et J'en ai rien eu à faire, donc dans j'ai la tout saison oublié. 3, je crois. Ah oui, bon bah c'est... Enfin, à partir de la saison 3. Mais oui, non, très, très bien. Si, il y a un personnage qui joue un religieux, un jeune missionnaire, qui, pareil, j'ai eu un peu du mal, et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il a voulu parler à ce point-là de religion, et pourquoi ça revient en permanence, alors que le personnage principal n'est pas forcément religieux, ou en tout cas il le montre pas. Mais oui, il y a eu ce truc de vouloir à tout prix parler de Dieu, de comment Dieu voit des personnes comme Brendan Fraser, et ça pareil, j'ai pas réussi à comprendre toute cette partie-là du film, qui est quand même une partie assez importante. Oui, bah, je pense, parce que ce personnage-là, on le découvrira, est pas tout à fait honnête envers lui-même non plus. Donc je pense qu'il y a aussi là-dedans toujours aussi cette quête de sincérité et de... Ouais. Mais après, oui, bah de toute façon, la religion a toujours été aussi une des marottes de Aronofsky en général, quoi. Je veux dire, même dans Black Swan, il y a un côté très, très mystique dans cette quête de la danse parfaite. Mais j'ai pas vu Mother, je crois que ça parle vachement de religion aussi, non? Il y a des allusions à la religion. Ça parle pas vraiment de religion, hein. Mais il y a des allusions. Alors, auxquelles moi j'ai pas les références exactes, mais oui, il y a un moment, il y a quelqu'un qui est invité chez eux et enfin, elle le voit aux toilettes, je crois, en train de vomir, un truc comme ça. Et on voit qu'il a une trace dans le dos qui est, je crois, reconnue comme la trace du diable, un truc comme ça. Enfin, il y a des allusions, mais c'est pas le cœur du film, quoi. C'est pas ce qui en fait la ligne directrice du tout. Je fais une parenthèse, parce que toi qui m'as appris ça. Arrêtez d'écouter les gens qui font des polémiques sur des films sans les avoir vus. Voilà, parce que je sais qu'il y a des polémiques sur la grossophobie du film. Et notamment, toi, tu parlais d'une personne qui n'avait pas vu le film. Stop, foutez la paix au film, surtout pour tout et pour rien. Encore plus quand c'est des gens qui n'ont pas vu les films. Surtout que, ouais, pour Faut moi. arrêter ça, vraiment, quoi. Si vous voyez les films, vous avez un problème avec lui, vous pouvez en parler. Si c'est juste des a priori, il y a le droit de se taire. Voilà, c'est bon. Et puis, si c'est des sujets qui vous tiennent à cœur, vous voyez le film et démontez-le sous ce prisme-là. Là, il n'y a pas de souci. Mais faites au moins cet effort-là, quoi. Surtout que je pense vraiment pas qu'il soit grossophobe, le film, parce qu'à aucun moment le personnage est montré comme feignant, comme... Au contraire, c'est plutôt un bosseur. Il passe ses journées à faire des cours en ligne. Je vous montre bien que c'est une souffrance aussi. Oui, enfin, vraiment, c'est une addiction, quoi. Genre, mais c'est une maladie. Hein, c'est le sucre, quoi. Et plein d'autres choses. Et la dépression aussi, parce qu'il est dépressif. Mais oui, non, c'est à aucun moment c'est plutôt lui qui se voit, qui veut pas se montrer, qui se voit comme quelqu'un d'immontrable. Mais oui, non, franchement, je pense pas que le film soit grossophobe aussi. Non, moi non plus. Moi non plus. Bon, en tout cas, voilà. Bon, recommandé, en tout cas, quand même, globalement. Ouais. Allez, on touche quelques mots sur The Host, peut-être ? Ouais. Je te laisse faire le pitch, hein, moi, parce que c'était la deuxième fois que je le voyais, moi, je l'avais déjà vu. Ouais, moi, c'est la première fois. Revu en salle, c'est vrai que c'est cool. Moi, c'est la toute première fois, et j'ai... Du coup, alors, je refais vite fait le synopsis. C'est une famille qui tient un petit snack sur les bords d'un fleuve... dans je sais plus quel film, c'est Busan ou si c'est... je crois que c'est Séoul. Hein, ou Séoul, enfin du coup une grande ville de Corée du Sud. Et il y a une grosse bestiole qui a été créée par du formol qui a été rejeté par les Américains dans le fleuve. Et du coup, il y a une grosse bestiole qui ressemble à une sorte de tétard gigantesque avec des grosses dents. Et qui va enlever la fille du personnage principal de cette famille. Et du coup, ça va être la quête de cette famille-là. Du coup, il y a le grand-père, il y a le père, son frère et sa sœur, qui vont essayer de retrouver la petite gamine, tout en étant enlevés par le gouvernement et traqués parce que ils ont été contaminés par la bestiole, enfin contaminés avec des guillemets, touchés par la bébête et du coup ouais, non, bah moi je suis un assez grand fan de Bong Joon-ho. Film préféré de Bong Joon-ho? C'est dur. Memories of Murder. Moi c'est Snowpiercer, mais j'ai toujours pas vu Memories of Murder, c'est honte à moi. Je les aime tous, hein. En vrai, les deux que je mettrais un peu en bas, c'est peut-être Okja et son premier Barking Dog, mais je les aime quand même, hein, mais c'est les deux que je dirais qui
qui ne touche pas les sommets, quoi. Vraiment, c'est très dur. Moi, je Oui, trouve. c'est un très grand réal et qu'on aime vraiment beaucoup tous les deux. Et du coup, moi, j'avais vraiment bien envie de voir ce film-là et j'ai vraiment kiffé ce film. Très sympa, déjà très politique, parce que mine de rien, il a toujours eu un cinéma politique, soit pour parler des prolétaires, pour parler de la lutte des classes. Il a toujours parlé de ça en vrai. Hein, et là, ça parle notamment beaucoup de l'occupation des Américains en Corée, ça parle de la pollution, ça parle un peu d'une sorte d'hygiénisme, et en fait de la hiérarchie, enfin pas de la hiérarchie, mais de l'État qu'on ne peut plus croire, qu'on ne peut plus qui est plus digne de confiance. Et ouais, non, super film, à la fois un peu drôle, un peu émouvant. Il y a des sacrées scènes, notamment de course-poursuite avec la bestiole. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti le film. 2006. 2006. Alors nous on a vu une version restaurée, mais du coup ouais, Pour moi, elle est restaurée que en 4K. Hein, les effets spéciaux n'ont pas été. Oui, n'ont pas été ça refaits. coûte cher de restaurer des effets spéciaux. Hein. Oui, ouais, il y a que Cameron qui le fait, quoi. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est ça. Mais non, du coup, non, elle a pas tant que ça vieilli, sauf sur certaines scènes, mais globalement, la créature. Ouais, moi, je trouve que ça va, hein, franchement. Et ouais, non, vraiment film très sympa, qui se passe beaucoup sur les berges qu'on a vraiment mal famé dans des tunnels, des canalisations et tout. Non, ouais, vraiment très sympa. Oui, je suis d'accord. En fait, pour les gens qui auraient peut-être vu par exemple que Parasite de Bong Joon-ho, faut comprendre que c'est à partir de The Host, un peu Memories of Murder, mais Memories of Murder, on va dire un point de départ trop glauque pour être autant entre deux, enfin le cul entre deux chaises. Enfin, c'est péjoratif de dire ça, mais moi je le dis positivement, c'est-à-dire que il a toujours jonglé entre plusieurs genres en même temps, au point où on sait plus forcément quel est le genre de base, quoi. Bon, The Host, ça reste quand même un film de monstre, hein, quand même globalement, mais c'est vrai qu'il a une grosse part de comédie aussi, même si moi dans mes souvenirs il était plus marrant que ça. Pour la comédie prenait plus de place, hein, alors qu'en vrai c'est plus du ridicule de certains instants, etc., de l'absurde, mais pas tout le temps non plus, quoi. Et puis la fin, j'englobe peut-être les 40 dernières minutes, sont même pas drôles du tout. Ouais. Donc c'est plutôt sérieux, mais il a toujours jonglé, voilà, entre différents styles, et en plus de ça, effectivement, là, le côté politique est vraiment dans ta gueule, quoi. Il est vraiment là. C'est un film de fuite aussi, enfin, quand ils sont poursuivis, il y a des scènes presque d'espionnage avec le frère qui doit récupérer les données de téléphone d'où est la fille. Enfin, il a toujours mélangé énormément de choses, et tout en gardant énormément de cohérence. Ce que j'ai toujours trouvé admirable chez ce gars-là, et qui lui permet, en plus de ça, une inventivité tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une idée de cinéma, toujours une idée de plan, toujours une idée de transition, toujours une idée de comment mettre en scène un instant, une émotion. Et ça donne des films ultra riches, quoi. Et The Host, ouais. Et il est souvent originaux, quoi. Genre là, la créature, déjà, elle est plein phare, quoi. Enfin, elle est en pleine lumière. Oui, on la montre dès on va dire, au bout de 5 minutes. Ouais. Oui, c'est ça, immédiatement, ouais. Et en plus de ça, même j'aime bien le design de la créature, effectivement, parce que ouais, une espèce de tétard, mais ouais, tétard chelou, quoi, mais qui se pète la gueule quand elle est sur Terre. Enfin, le moment est court au début, le plan est très connu, hein, quand il se fait courser par la créature, mais effectivement qui se fracasse, qui est à l'aise que dans l'eau, quoi. C'est ouais, vraiment, je trouve ça toujours très admirable. Et encore une fois, pour ceux qui l'ont pas vu, moi je sais que je l'avais offert en DVD à un copain, Quentin, qui est pas spécialement un cinéphile, quoi, mais bon, je m'étais dit, tiens, je vais lui filer ça, c'est original, je suis pas sûr qu'il l'a pas vu. Et il avait adoré parce qu'il avait pas compris ce que c'était, quoi, du coup. Mais pas compris, et du coup, justement, il avait été ultra surpris de où le film allait, donc mais comme, je pense, de la même manière que Parasite a surpris tout le monde, tout le monde. Les gens qui sont pas cinéphiles, on va dire. Là, parce que nous, ça fait longtemps qu'on sait que Bong Joon-ho est génial, mais bon, il fallait je ne sais pas quoi pour que ça perce, quoi. Et c'est très bien de percer avec Parasite. Mais voilà, c'est pour savoir, ces autres films valent tous le coup d'œil, et celui-là, tout autant que les autres. Quand bien même on peut se dire film de monstre, donc peut-être un peu plus bébête, un peu plus... Non, pas du tout. c'est super. Allez le voir. Je sais pas combien de temps il restera en salle, parce que ça reste une ressortie, mais... Ouais, du coup, ouais, faut aller voir maintenant, quoi. Ouais. Ouais. Et effectivement, les effets ont pas vraiment beaucoup vieilli, parce qu'ils ont minimisé le nombre de plans où il y a la créature aussi.
beaucoup. Je sais qu'au final, elle est pas présente dans tant de plans que ça. Au final, par rapport à ce que on pourrait imaginer, même en voyant le film, ça se ressent pas hein, qu'ils ont fait des économies. Je dirais que limite, moi, le seul moment où je fais ah, c'est un peu vieilli, il y a un moment où il y a du feu sur la créature, fin, et là tu fais ah, c'est vrai que le feu. c'est compliqué à faire le feu. Hein. Bah, c'est Avatar, encore une fois, hein, qui a imposé comment faire des explosions et comment gérer la fumée, tout ça. C'est Avatar 1 qui a ancré de nouvelles technologies pour pouvoir maîtriser tout ça. Voilà. The Host. Bon, on fait court sur celui-là parce que déjà plein de gens l'ont vu et c'est une ressortie encore une fois. Donc moi je te propose de passer immédiatement sur Toute la beauté et le sang versé. Ouais, bah du coup, c'est le nouveau documentaire de Laura Poitras, qui est très connue pour avoir fait Citizen 4, le documentaire sur Snowden, où elle l'a fait un peu en direct de la fuite de Snowden, du coup, où il s'était vu dans un hôtel ultra, en mode vraiment secret à Hong Kong. Alors moi, je l'ai pas vu. Moi, Toi, tu l'as vu. Ouais, super. Mais du coup, moi, c'était mon premier Laura Poitras. Et j'ai adoré. Alors, du coup, ça parle de Nan Goldin. Je sais pas si vous connaissez Nan Goldin. C'est une très grande photographe, surtout très connue pour son travail dans les années 80 et un peu début 90. Qui est une photographe qui a beaucoup photographié sa vie, ses amis, et toute la société un peu underground de New York, les marginaux. Donc, ça va être les homosexuels, les drag queens, les drogués, les personnes atteintes du sida, toutes les personnes en fait qui ne sont jamais montrées dans les médias les plus classiques, au cinéma. Le documentaire va mettre en parallèle du coup sa vie. On va voir à travers ses photos et à travers la voix off de Nan Goldin toute sa vie depuis la vie chez ses parents jusqu'à ses travaux, le moment où elle a été très connue. Et en parallèle, on va voir son combat actuel contre une entreprise de pharmaceutique, et notamment la famille Sackler, qui possède cette entreprise pharmaceutique, qui a vendu un opioïde qui s'appelle l'oxycontine, ouais. Dans les années 2000, et qui a énormément participé à la crise des opioïdes aux États-Unis, où on a vendu des opioïdes un peu à foison. Les médecins recommandaient ça très facilement, et ça a rendu addict des centaines de milliers de personnes, et ça a amené à la mort de centaines de milliers de personnes. À plusieurs moments dans le film, ils disent le nombre de personnes qui sont mortes de ces addictions aux opioïdes, et oui, ça se compte, je crois qu'ils se disent à moins 400 000, ouais, ça atteint 10 millions, je crois. Hein, ouais. Et donc en fait, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, on va voir en parallèle la façon dont, dans les années 80, elle avait de montrer les choses qu'on ne montrait pas, et de la même façon actuellement de montrer à la fois ce que la famille Sackler essaye de cacher, et aussi de montrer les marginaux, encore une fois, donc ça va être les personnes addictes à ces opioïdes, et de montrer que essayer à chaque fois de casser le stigmate, et je sais qu'il parle beaucoup de ça, de stigmate, de casser le cercle de la honte, de dire non, de casser le cercle de la honte, de dire non, faut pas vous cacher parce que vous êtes addict, au contraire, faut le montrer, faut en faire une lutte, et faut combattre cette famille-là. Et du coup, ça se passe notamment dans pas mal de musées, parce que la famille Sackler a beaucoup donné à des musées un peu partout dans le monde, notamment ouais, voilà, donc le Met, le MoMA, le Louvre, le Guggenheim, et aussi à pas mal d'universités qui ont des galeries. Et donc en fait, elle va faire des manifestations dans tous ces endroits-là, dans toutes ces galeries, dans tous ces musées. Et ouais, moi j'ai vraiment adoré ce film-là, parce que déjà, moi j'aime beaucoup le travail de Nan Goldin en tant que photographe. Et du coup là, je trouvais ça vraiment ultra émouvant de voir à la fois comment ces deux combats comment sa façon de travailler dans les années 80 et son combat actuel se répondaient. Et même sa vie, elle est ultra émouvante, parce qu'il s'est passé plein de choses dans la vie de Nan Goldin. Donc à la fois parler de sa vie et de ses combats actuels, moi à partir de la moitié du film, j'étais en larmes globalement tout le temps. Donc voilà. Et à toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Non, moi j'ai beaucoup aimé, c'est des films vachement denses en fait, du coup c'est vrai que quand t'en sors, c'est compliqué de tout traduire dans ta tête, quoi. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que c'est des films qui du coup demandent une exigence vraiment de spectateur, parce qu'il faut vraiment être concentré, enfin je sais pas s'il faut être concentré, mais c'est vrai que t'alternes entre du militantisme,
on va dire, frontale, hein, ce qu'elle fait aujourd'hui, donc vraiment manifestation, etc. Et du militantisme qui se voulait pas être du militantisme quand elle prenait tout simplement en photo les gens qui l'entouraient. Du coup, pour elle, c'était pas du militantisme, c'était juste photographier un quotidien. Et t'alternes constamment ces deux formes-là, du coup, en plus de ça, avec d'un côté des photos et de l'autre, de la vidéo, voilà, filmée par Laura Poitras. Et le Poitras, pardon. Et c'est vrai qu'il faut tenir tout du long, quoi. Donc je trouve que le film peut être parfois un peu complexe là-dessus. Et d'ailleurs, moi, c'était un peu compliqué de savoir quoi en penser en sortant. Je me demandais si je trouvais pas si le film était pas un peu brouillon, quoi. Mais il vieillit bien dans ma tête, tel le vin qu'il y a dans mon verre. Et oui. Waouh. Je trouve ça assez joli aussi comme... Il y a des choses très simples, hein, mais qui valent le fait d'être dit dans la période dans laquelle on est. De manifestation. Nous, on va pas aux manifs parce qu'on est d'accord avec le gouvernement. Mais non, mais dans les moments de trouble qu'on a en ce moment en France, mais qui peut y avoir partout dans le monde, dire ça sert à quelque chose de manifester. Tout ça n'est pas vain. Bah putain, ça fait du bien aussi, quoi. Genre vraiment un film qui te dit, qui n'a pas, on va dire, le côté... en gros, parler d'une enquête qui est en cours, parce que du coup, parler de cette enquête en cours, comme elle est médiatisée, bah du coup, ça va apporter des gens en salle, parce que voilà. Qui est une démarche que moi, j'ai jamais trop compris. Là, même si le combat n'est pas fini, mais on va dire que ce que nous montre le film a une finalité... À la fin du film, on va, c'est pas, enfin de toute façon spoiler un docu, c'est voilà, mais on voit cette photographe reprendre la photo. Et je pense qu'elle a jamais arrêté, mais je veux dire dans la diégèse du film, du documentaire, on la voit reprendre la photo. Donc on a vraiment cette envie de continuité. Pendant la première partie non, mais pendant son passé, on la voit être aussi rejetée des musées qui jugeaient ça pornographique, choquant et surtout pas être de l'art. Là où aujourd'hui elle est devenue, elle utilise ça aussi hein, pour faire tomber les musées, enfin pas tomber les musées, mais tomber cette famille-là en tant que mécène, parce qu'ils avaient leur nom au-dessus de zones des musées, tout ça. Donc elle se sert de son influence, et en fait on se rend compte que pour elle c'est une seule et même chose en fait, tout ce combat-là. Le combat pour être exposé dans les musées, c'est pas juste pour être exposé dans les musées, c'est exposer ces gens qui l'entourent, ces gens qu'elle aime, ces gens pour qui elle a de la tendresse, c'est pour les exposer eux, et non pas juste pour dire, vous avez vu, je suis dans les plus grands musées du monde. Et c'est pour ça que pour elle, c'est cette continuité-là, c'est que en attaquant plutôt cette famille-là, elle continue de défendre ces gens qui l'entourent, et plus que ça, parce qu'évidemment qu'elle ne connaît pas toutes les victimes de ces opioïdes, et je trouve que tout ça donne une espèce de continuité artistique, humaine, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment puissant, quoi. Et ouais, le film fonctionne vraiment là-dessus. Un poil trop long, moi je trouve qu'il termine un petit peu trop tard. Je suis d'accord, la dernière partie, je pensais que c'était fini et en fait ça repart pour un quart d'heure. Mais c'est segmenté en chapitres et je me demande s'il aurait pas suffi d'un tout simple dernier chapitre qui s'appellerait épilogue. Je me demande si ça aurait peut-être pas juste aidé à faire passer la pilule. Parce que ce qui est dit à la fin est super en plus, enfin, est dur. On apprend pourquoi le film s'appelle comme ça, par exemple. On va pas le dire, parce qu'on laisse la découverte, mais c'est pas joyeux. Et je trouve... La fin du film tombe un peu dans aussi ce fameux machin de... Bon, des cartons de fin qui t'expliquent ce que c'est devenu, tout ça. Moi, c'est des trucs qui me font un peu chier, mais qui m'ennuient un peu. Je trouve que le film est suffisamment bien fait pour qu'on ait envie d'aller chercher nous-mêmes après. Sachant que j'ai déjà oublié ce qu'il y a dans ces cartons, donc je trouve ça toujours un petit peu vain. Mais non, c'est très solide. Plus de ça, je trouve que avec cette structure photo puis image en mouvement, on va dire globalement, passé puis présent, ça fait qu'elle peut nous faire des espèces de séries de photos qui pourraient presque être appelées du diaporama, mais ils appellent ça des slideshows. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a cette musique-là d'époque, etc. Donc déjà, ça reconstitue une ambiance. Et en plus de ça, en remettant cette femme-là aujourd'hui, je trouve qu'il trouve un moyen de pas montrer ces photos comme pas mortifères, mais bon bah voilà, c'est des photos d'un passé, voilà, c'est figé dans le temps. Non, avec cet enchaînement de vidéos qui revient après, je trouve que ça revitalise ces photos, ça redonne du sens à ces photos.
Donc je trouve que c'est un film à la fois engagé, intéressant sur ce que ça dit, sur la photo, sur le cinéma, sur le pouvoir des images, et sur notre rapport à l'art. C'est quand même pas mal de pouvoir traiter de tout ça. Et des personnages géniaux en plus de ça, quoi. Et en portant un message d'espoir sur toutes les luttes contre le capitalisme en général, hein, de porter un espoir que non, ces gens-là, on peut, si ce n'est les faire tomber, en tout cas bien les faire chier, et sauver des vies par la même occasion. Bon, c'est... Voilà, allons-y, fonçons. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Bah, j'ai pas envie de rajouter quelque chose après ce que tu viens de dire. Oh là là, votez pour moi. C'était magnifique. Eh bien, puisque c'est comme ça, je te propose de parler de Cocaine Bear, alors, je t'en Waouh. prie. Allez. Ah, attends. Peut-être comme moi, j'ai 2 films, je peux peut-être parler rapidement de Scream 6, parce que je vais faire très court. Moi, j'aime beaucoup les films d'horreur, les slashers. J'ai découvert les slashers par Scream, le cinéma d'horreur un petit peu aussi. Si on aime bien Scream, c'est toujours compliqué parce qu'il y a les gens qui ont envie de garder ce truc-là, on va dire. Moi, j'ai jamais trouvé les premiers Scream spécialement intelligents, mais intéressants. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est des films de gros boomers, d'un mec qui dit les ados qui regardent des films d'horreur, c'est des débilos, il y a que 3 règles dans les films d'horreur et voilà, ça les rend zinzin. C'est quand même ça le plot. Mais il y avait toujours un jeu entre, on va dire, le commentaire du cinéma d'horreur de cette époque-là. Voilà, avec des personnages qui disent mais les règles c'est ça, donc ce qu'il faut pas faire c'est ça, le tueur on est sûr que c'est parmi ce groupe de gens là, nanana, et ça crée toujours des scènes ultra ludiques, comme dans le 1, le mec qui regarde Halloween avec la fille qui est au téléphone et qui se retourne pas lorsqu'il y a Michael Myers qui arrive derrière, et lui il est en train de dire ça à la télé, en train de lui dire retourne-toi, et il y a le tueur qui est derrière lui qui s'approche, donc il y a toujours des trucs très ludiques. Les derniers, ils ont complètement oublié ça, c'est plus Wes Craven qui est à la tête de ça tout simplement parce qu'il est décédé. Moi, pour la faire courte, j'aime beaucoup Scream 1, Scream 2, Scream 4, je déteste le 3. Pour moi, c'est le seul vraiment mauvais. Le 5, j'avais pris du plaisir, mais en fait, je crois que j'ai réussi à faire le deuil de ces films-là, en fait. De cette ambition-là. Moi, je vais voir ces films-là pour voir des scènes de meurtre un peu rigolotes, un peu sympas, une petite enquête qui est intéressante ou pas, parce que dans le 5, c'est vraiment grillé immédiatement. Le 6, ils vont à New York. Il change le terrain de jeu, moi je trouve qu'il l'utilise plutôt bien, je trouve que les scènes de meurtre sont vraiment bien, j'aime bien les nouveaux personnages, étonnamment je trouve que les acteurs jouent mieux dans celui-là que dans le précédent, alors que c'est les mêmes, à part Jenna Ortega qui a toujours été chouette, mais dans le 5 vraiment il y a que elle qui joue bien, c'est incroyable. J'y ai eu ce pourquoi j'y allais, c'est pas un film très intelligent, je trouve pas que c'est un film honteux non plus, mais c'est clair, faut faire le deuil d'une certaine grande période de Scream, qui en tout cas effectivement avait une vraie intelligence dans la démarche. Oui, là on n'y est plus. Après, je trouve par exemple que c'est le film je la trouve pas exceptionnelle, mais qui a la photo la plus intéressante et la plus propre de la saga, parce que Wes Craven n'a jamais été un mec qui savait faire de l'image, on va dire, spécialement intéressante en pictogramme, on va dire, quoi. Ceux qui disent que les derniers Scream sont moches, revoyez les premiers, vraiment, c'est pas des films très beaux. Mais bon, voilà, après je suis conscient que c'est un peu régressif, mais je défends ce genre de cinéma parce que mine de rien, quand même, quand on parle de mise à mort dans ces films-là, bon après évidemment ça peut toujours sembler bizarre pour les gens qui sont pas proches de ce genre-là et qui doivent juste trouver ça bizarre, on parle quand même de mise en scène, on va dire. Et moi c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, ça reste du rythme, où est-ce qu'il est, de la composition, où est le tueur, quand est-ce qu'il va arriver, par où, machin, nanana. Quelle arme il va utiliser Quelle arme il va être... Bon, dans les Scream, généralement... dans celui-là, fusil à pompe, à un moment, dans une scène qui est pas mal, dans une épicerie. Donc, j'y trouve quand même souvent un plaisir, mine de rien, de cinéma. Et voilà, quand même, ça reste des films complètement stupides. Attention, c'est un whodunit où quand il y a la révélation des tueurs, ça n'a toujours aucun sens. Mais on y va pour ce côté, un peu à la Terrifier 2 dont je parlais l'autre fois. Je pense que Terrifier 2 est un meilleur film, car plus inventif, mais j'y vais pour ça, j'y vais pour aller avec des copains qui ont envie de voir ça, pour leur parler, pour dire tu penses que c'est qui machin, pour traiter les personnages d'abrutis, etc., etc., etc. Fin sur Scream 6. Cocaine Bear maintenant. Waouh, j'ai envie de vous parler de ce petit chef-d'œuvre du 7e art. Non, mais du coup, ouais, Cocaine Bear, c'est un film en plus qui est sorti au Cinoche là, il y a une ou 2 semaines, qui est complètement con, mais bon, c'est ce qu'on attendait d'un film qui s'appelle Cocaine Bear. Pardon, c'est Crazy Bear en fait. Alors ouais, il a été traduit en Crazy Bear en français, mais putain, mais les Français, faut qu'on arrête de faire des titres de merde. Hein. Surtout pourquoi traduire cocaïne
par crazy et pas bear par ours du coup. Parce que je pense que les Français savent que cocaïne veut dire... Enfin, cocaïne veut dire cocaïne, j'imagine. Ouais, mais surtout que c'est plus rigolo de s'imaginer un ours sous cocaïne qu'un ours fou. Donc ouais, je sais pas. Non mais ouais, du coup c'est un film de Elizabeth Banks, j'avais pas vu son premier film, mais vous la connaissez sûrement en tant qu'actrice, elle a joué dans pas mal de séries, pas mal de films. Notamment, elle a fait l'assistante dans Spider-Man, les Sam de Sam Raimi, elle fait l'assistante du Daily Buggles. Mais donc, mais ouais, du coup, c'est son deuxième film en tant que réal. Et bon, c'est une bisserie. Je crois qu'elle a pas mal de thunes en plus. C'est pas toi qui me disais qu'il y avait un gros. 35 millions. Putain, ouais. Enfin, 35, ouais. Grosse bisserie. Et non, c'est débile, hein, mais c'est fun. Je pense que c'est pour les mêmes raisons que toi tu regardes Scream 6, que moi je regarde Crazy Bear. Ça va être ouais, de voir un ours sous cocaïne, de quelle façon il va encore tuer quelqu'un. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé surtout la première moitié, puisque c'est la partie la plus fun où il y a notamment une course poursuite en ambulance, où l'ambulance essaye de fuir un ours sous cocaïne. C'est très drôle, c'est très, très violent. Mais donc voilà, après c'est pas un très très bon film, on va pas se le cacher. J'avais quand même envie d'en parler parce que il m'a fait rire et je pense qu'il peut faire rire si vous y allez avec des potes, si vous voulez me mater avec des bières. Mais voilà, je trouve la deuxième partie est vraiment de ça, où ça redevient un film limite familial, où c'est une maman et ses gamins qui vont essayer ça devient un film d'aventure en fait, limite, alors que la première partie était juste un film débile ultra violent. Donc ouais, je trouve Elizabeth Banks n'a pas trop réussi à tenir son truc jusqu'au bout. Alors je sais que c'est inspiré d'une histoire vraie, je sais pas à quel point ils ont respecté ça. C'est vraiment un fait divers très rapide, hein. L'ours est crevé je crois, ou alors il a vraiment pris que dalle. Enfin ça tient en un petit article de rien du tout. Mais bon, pour moi c'est pas une excuse de dire ah bah ça s'est passé comme dans la vraie vie. Non, moi j'aurais bien aimé qu'ils aillent au bout du délire. Ah bah oui, justement, tant qu'à faire, oui. Qui mettent une fin à la hauteur du titre Cocaine Beer quoi. Mais est-ce que, parce que moi j'ai pas été le voir justement parce que j'avais un peu cette peur, hein, de l'effet Sharknado, de l'effet un petit peu c'est nul, mais comme on dit que c'est nul, ça va. Alors c'est bien mieux fait que Sharknado, hein, on va pas se mentir. Les 35 millions, tu les vois, notamment l'ours, il est assez impressionnamment fait. Impressionnamment. Ouais, impressionnamment. Et il y a du poil, il y a du sang. Il y a du poil et du sang. Ça, non mais franchement, il fonctionne, tu vois. À aucun moment parce que les putains de regards dans Sharknado, tu vois que c'est vraiment un modèle 3D oui, sur After Effects. Ouais. Oui, non, c'est. Mais oui, non, je vois ce que tu veux dire, et t'as un peu raison. Mais pour moi, il y a quand même plus d'ambition et plus de. Déjà, il y a un peu de réal. Enfin, si je le recommande finalement, c'est parce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé intéressants dedans, quoi. C'est pas juste un film giga nul comme Sharknado où c'est juste parce que c'est nul que tu te marres. Là, il y a quand même des trucs un peu intéressants. Ray Liotta, il est. Ah putain, c'est le dernier film de Ray Liotta, c'est triste, ouais. Hein. Bah, ouais. Bah après, c'est un acteur, mine de rien. En fait, on l'aime pour quelques rôles, en fait, mais si on se dit qu'un acteur vaut aussi par sa filmographie, Ray Liotta finalement est pas quelqu'un de si important que ça finalement. C'est un peu triste de parler d'un mort comme ça, mais je veux dire, il y a Les Affranchis, Copland et je sais pas, sûrement 2-3 autres trucs sympathiques, mais non, mais qui a eu la chance de briller autant qu'il aurait pu, quoi. Oui, mais non, mais là il joue juste un vieux méchant. Il joue le méchant ? Ouais, vraiment pas intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est l'ours le méchant du coup ? Non, c'est lui. D'accord. L'ours, il est juste sous cocaïne. Hein. D'accord. C'est pas sa faute, c'est pas la faute à l'ours. Non, mais justement, en plus, il arrive dans la partie qui devient chiante, quoi. Non, parce que du coup, la première partie, c'est vraiment juste un ours qui tue des gens, donc c'est drôle. Et c'est la deuxième partie où on commence à avoir des enjeux, où t'as ce vieux mafieux qui veut récupérer la cocaïne. Et du coup, c'est... Oui, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que du coup, c'est dans un parc américain. C'est vrai que j'ai même pas parlé de l'histoire, en fait. J'ai juste dit que c'est un ours sous cocaïne. Tu peux parler de l'histoire de Scream 6, mais est-ce que c'est des trucs qui méritent vraiment... En gros, c'est dans un parc national américain. Il y a une cargaison de cocaïne qui est tombée du ciel parce que il y a un avion qui est tombé, enfin voilà. Et du coup, il y a des mafieux qui veulent récupérer la cocaïne. En même temps, il y a des gamins qui sont partis se balader en forêt, qui sont perdus. Et il y a des gardes forestiers qui veulent essayer de les retrouver. Et du coup, il y a un putain d'ours sous cocaïne. Et du coup, il y a tout ce petit monde-là qui va faire un petit écosystème dans la forêt.
Et voilà, ouais, non, mais franchement, si vous avez envie de vous marrer, allez-y, c'est fandard, c'est inoffensif et un peu violent. Ok. Ok. Bah, je vais reparler d'un film de genre. Enfin, pas m'étaler spécialement, mais qui est plus intéressant que Scream 6 dans mon cas, qui s'appelle En plein feu, qui est un film de genre français, qui a une idée assez simple. C'est canicule, un père et son fils, enfin un vieux père qui est joué par André Dussolier et un fils adulte joué par Alex Lutz, doivent se barrer du coup parce que la canicule crée du feu, fait que la forêt prend feu. Et ils se retrouvent dans un bouchon parce qu'ils disent, enfin l'armée dit voilà, prenez ce chemin-là. Il semble que la situation part en couille et que les militaires n'ont pas, enfin que l'armée n'a plus vraiment de contrôle là-dessus. Et le feu arrive doucement et le père aura du mal à se déplacer, tout ça. Et donc on part sur un. La bande-annonce voit un huis clos, c'est pas le cas. Mais voilà comment ces deux personnes-là vont survivre avec ce feu qui approche, cette chaleur qui grimpe. Comment ils vont faire pour survivre tous les deux ou pas. C'est un film de Quentin Reynaud, qui avait déjà fait un film que moi je n'ai pas vu, qui s'appelle 5ème Set, un film de boxe, mais qui avait l'air pas mal, qui est sorti en 2020. Et c'est un type... Enfin, en tout cas, c'est vrai que on est vraiment dans du pur genre, car quand bien même la bande-annonce vend un huis clos, c'est pas le cas, mais c'est pas un problème, parce qu'il tombe dans ces films, on va dire, où... On va dire, dans sa deuxième moitié, il va pas aller à hésiter dans des images assez... pas fantastique, on va pas aller jusque là, mais enfin si, fantastique, mais dans le premier sens du terme, quoi. C'est-à-dire où le réel, où on ne fait plus la distinction entre le réel et l'imaginaire. Donc le vrai sens de fantastique en littérature, et ce truc de, bah voilà, qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui est pas là, quoi. Parce que forcément, avec le feu, avec ce que les personnages vont vivre, leur réalité est quelque peu altérée. On comprend qu'Alex Lutz a perdu sa fille qui est morte noyée, qu'il a pas su sauver, et qu'il a un gamin. Et du coup, il a un peu laissé tomber cet enfant-là à la suite de la mort de sa fille. C'est pas le truc le plus intéressant du film. Je trouve pas que c'est forcément même les meilleures scènes. Seulement, je les trouve loin d'être lourdingues, déjà parce qu'elles prennent pas tant de place que ça. Et certains moments marchent quand même bien. Et moi, j'aime assez, sachant que c'est quelque chose que je peux reprocher au cinéma de genre français, c'est de trop s'étaler sur certains trucs pour avoir un peu un tampon pas con. Alors que généralement, quand t'as rien à dire, juste ne dis rien et choisis l'efficacité. Lui, il garde l'efficacité, c'est-à-dire qu'il va pas non plus en faire des milliards de caisses sur ce truc-là. De toute façon, c'est un film qui est assez court, il fait 85 minutes. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on va dire qu'il va droit au... Enfin, c'est une grosse ligne directrice quand même, globalement. Ça prouve qu'en France, on sait faire du cinéma de genre avec que dalle. J'ai pas trouvé combien d'euros a coûté le film, mais c'est probablement pas grand-chose. Je peux vous garantir que ça a de la gueule de fou. Mais vraiment, quoi, ça donne des images... C'est Vincent Mathias, le directeur de la photo. Ça donne vraiment des images ou même moi, je me suis dit, c'est fou parce que je veux dire, c'est des plans, bon, pas des plans énormissimes, mais des plans larges de gens dans une forêt en feu, et on y croit, on y croit à mort. Et je trouve que ça donne des images quasi apocalyptiques. Je m'étais fait un peu la même réaction devant La Nuée de Joss Filippo il y a 1 an ou 2. Et voilà, on arrive à créer des images comme ça qui peuvent donner un vrai élan peut-être pas de terreur, mais enfin dans La Nuée si, mais dans celui-là c'est pas forcément de la terreur, mais vraiment quelque chose de tout ça est trop grand pour nous, quoi. Donc voilà, En plein feu, c'est extrêmement efficace. Je dirais pas que c'est un grand film, c'est pas un film que je vais spécialement admirer, mais qui a le mérite de tenir de A à Z dans ce qu'il propose sans jamais détourner le regard. Et c'est très bien, voilà. Pour tous ceux qui pensent que le cinéma français n'est que du cinéma de genre un peu prout-prout, ou même parfois, et ça moi je peux être d'accord, on va dire qui intellectualise des choses qui n'ont pas spécialement de raison d'être intellectualisées, en tout cas faussement intellectualisées, des films plus bavards que réellement intelligents. Là on n'est pas du tout là-dedans, et c'est top, voilà. C'est vraiment le genre de film, si vous savez pas quoi regarder, je trouve ça dur d'être vraiment déçu, quoi. Et Lutz et Dussolier sont également les deux très bons, quoi. Mais Lutz, de toute façon, ça fait quelques temps qu'il essaye de se faire une carrière d'acteur assez solide. J'ai toujours vu aucun de ses films, j'arrête pas d'entendre que c'est un très bon acteur, mais Guy Javert. Ouais, moi à part c'était comment ça s'appelle, Catherine et Liliane,
Ouais. Mais je le connais que via là, quoi. J'ai jamais vu ces films. OSS 117-2, le fils du nazi. Ah, mais oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai que c'est lui, là, Friedrich, un peu Je stiche. déteste mon père. Comment tu parles de ton père? Oh, terrible, on commence à faire des répliques d'OSS, quoi. Oh bah c'est la prochaine Rocco. Pour ceux qui n'ont pas vu OSS 117, bah, c'est super. Quel est le meilleur? J'en ai le soit le 1, soit le 2. À chaque fois que j'en vois un, je me dis que c'est le meilleur, que soit le 1 et le 2. Ok, Mais j'aurais du mal à les départager. d'accord. Le 3 est un peu en dessous. Ok, Et toi, c'est quoi? c'est le 2 moi. Parce que le 2 il a des blagues que je comprends même pas qu'elles marchent. Genre tu sais quand il sort de l'hôpital et que du coup il demande à cette infirmière mais vous avez pas des vêtements? Il fait oh Ah. bah il y a bien ceux de l'ancien Ah, jardinier. mais c'est Je trop sais drôle pas cette si vous blague. plairont. Et du coup c'est un costard de ouf. Et après il refait la même vanne avec la voiture. C'est la même réplique avec le jardinier et tout. Et puis c'est une voiture de ouf, c'est la même vanne. Je ne comprends même pas comment ça peut Ouais. fonctionner quoi. Enfin, je trouve ça dingue vraiment. Moi j'aime beaucoup la vanne où après avec cette voiture là il s'arrête sur le bord de la route pour prendre une photo et il est sur un endroit magnifique, paysage vraiment idyllique, et au final il prend la photo avec une décharge derrière et pas avec Ah le oui. paysage idyllique derrière. C'est juste ça, il y a Oui, rien parce d'autre. qu'il veut faire une pause sur la Ouais. voiture, ouais. Non, il y a plein, il y en a trop, il y a trop de bonnes vannes. Mais voilà, c'est bon, t'avais fini sur... Ouais. Simple, efficace comme le film. Ouais. Et du coup on passe au film du passé. Tout à fait, les films de Rocco. Est-ce que t'as envie de faire The Raid? Vas-y, je commence avec The Raid. Vas-y. Alors. Bah, du coup, c'est moi qui fais le résumé, du coup. On a dit que c'est genre les films du passé, celui qui découvrait. faisait Non, le c'est ré- je fais le résumé et je te donne la parole. Attends pour moi. C'est ça? On Ouais, fait ça? c'est ça, ouais. Tu fais le résumé, je prends le truc et puis après tu. Et bah du coup, The Raid, qui est le deuxième film de Gareth Evans, et qui est un film vraiment assez court, très efficace, où on suit une unité du raid, enfin l'équivalent du raid français, ou du coup du raid là c'est en Indonésie, à Jakarta, et qui vont rentrer dans un immeuble avec objectif de récupérer un mafioso qui contrôle l'immeuble et qui contrôle un trafic de drogue, et ça va pas se passer comme prévu. Et du coup, quasiment toute l'unité va être très rapidement va être décimée, et on va suivre quelques personnages qui vont être bloqués dans cet immeuble-là et essayer d'en sortir. Et donc voilà, c'est le scénario tient sur sur un post-it, mais pour moi c'est ça qui donne le film. C'est vraiment un film très efficace. Et du coup, vas-y, je te laisse dire ce que t'en as pensé. Alors, je l'avais déjà vu, moi, il y a très longtemps. Et au point où. C'est pas un film qui m'avait marqué, d'ailleurs. Et au point où, quand je l'ai revu hier ou avant-hier, je me rappelais de rien, quoi. Enfin, vraiment, tu sais, d'habitude, quand tu revois des films, t'as des flashs de ah putain, oui, d'accord. Là, j'avoue que vraiment, non, quoi. Il y a rien qui m'avait spécialement marqué. Mais du coup, j'étais content de le revoir. Parce que c'est vrai que c'est chouette. J'ai pas envie parce que du coup, on en avait parlé avant. Du coup, j'ai pas envie de te piquer trop de trucs. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un film qui est déjà dans son efficacité, effectivement. Bah, dans le film d'avant, je parlais d'efficacité. Bon, bah là, le flic, il va être papa, donc vaut mieux qu'il reste en vie. Voilà, comme ça au moins t'as un petit truc émotionnel pour que t'aies envie qu'il reste en vie, et puis après c'est du tout droit. On va pas s'emmerder à parler 20 minutes, à faire une intro qui dure 4 heures. Non. L'important, c'est les cascades. Et les cascades, enfin les chorégraphies de combat et les chorégraphies de combat, elles sont extrêmement bien, très sèches. Et je trouve qu'il a quelque chose bah, pareil, on en a parlé, mais il y a un parallèle à faire avec le jeu vidéo qui est évidemment ultra intéressant. Déjà, cette idée d'étage, même pour des beat'em all ou des trucs plus récents comme Hades, quand ils disent littéralement qu'ils vont devoir passer à travers plusieurs chambres. Et c'est un vocabulaire qui aujourd'hui peut être vraiment attribué aux jeux vidéo, et déjà à cette époque-là. Il y a des gangs qui ont chacun leur. Enfin, des groupes d'ennemis qui ont chacun leurs armes et tout ça. Je trouve ça vraiment, effectivement, très très efficace. C'est pas un film qui me passionne, mais qui a vraiment déjà ce mérite d'être tourné avec que dalle. Je crois que j'ai regardé le budget, c'est 1,7 million, je crois. Mais là, je suis devant le Wikipédia, ils disent 1,1 million. 1,1 million. Ce qui est il faut vraiment ridicule, se rendre compte que c'est rien du tout. The Whale, c'est 3 millions, hein, pour comparer. Donc, Et c'est un huis clos dans une chambre. Voilà, alors que là, c'est c'est ça. dans tout un immeuble et il y a beaucoup de bassons. Donc c'est assez délirant. Et puis je veux dire, il y a des murs qui se pètent. C'est un film généreux, quoi. Très clairement, c'est un film vraiment
Et là, on pourra en reparler un petit peu, mais c'est un film qui est sorti quelques années avant un petit film américain nommé John Wick. Et je trouve que c'est super intéressant de comparer les deux, parce que des deux côtés, c'est un peu des renouveaux du cinéma, d'un certain cinéma d'action pure, où on met vraiment l'accent sur cette notion de chorégraphie, qui devient, enfin, par définition, chorégraphie égale danse, quoi. Donc c'est vraiment un art à part entière. Là où un John Wick va être américain, et donc j'adore John Wick, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, c'est juste pour comparer deux façons de faire, va miser sur quelque chose d'extrêmement classieux, et donc du coup va quand même c'est de la violence sèche, etc., va quand même privilégier du gros plan plutôt sur pied, plutôt, ou alors si c'est en épaule, on n'est pas sur quelque chose qui bouge tout le temps. Là où dans The Raid, on sent, c'est pas vraiment le début du numérique, mais on sent que ça a probablement été tourné avec des petites caméras qui ont beaucoup de versatilité. Ah oui, là, il y a de la shaky-cam. Il y a de la shaky-cam partout. C'est super intéressant. Enfin, de comparer ces deux trucs-là. Là. Et pareil, c'est extrêmement gris, mais par... en fait, les personnages font partie intégrante de cet immeuble-là, quoi. C'est-à-dire, l'immeuble et ces personnages-là sont pareils. Quand eux, ils ont des teintes de gris sur eux, c'est comme les murs. Et de la même manière, quand on va dans des teintes un peu plus sépia, c'est pareil sur leur peau. Donc, on est vraiment, voilà, l'immeuble est la seule chose qui existe dans ce film, quoi. Et alors, le film se finit, ils partent de l'immeuble. Voilà, je ne dis pas qui, machin, mais partent de l'immeuble et le film s'arrête là, quoi. Genre, il n'y a pas de... Et je sais même pas si on voit des plans extérieurs d'autres choses que l'immeuble, parce qu'il y a le début où il est avec sa femme, du coup c'est en intérieur. Sinon, dans ma tête, c'est direct dans le fourgon qui les y amène, en fait. Il y a pas de... On voit pas la ville, on voit pas... Ah non, pas du tout. Parce qu'on s'en branle, en fait, simplement, quoi. Voilà, de mon point de vue, effectivement, c'est assez rafraîchissant, et dans le fameux truc de tout est politique, qui est une phrase que je trouve souvent mal utilisée, parce que je trouve qu'on l'utilise souvent du côté de la morale, hein, plutôt que de ce que ça veut vraiment dire. Par rapport à la comparaison avec John Wick, c'est une autre manière de penser le cinéma d'action par rapport à une culture. Et c'est super, je trouve ça super intéressant, et justement de comparer des œuvres comme ça, pas dans leur qualité, mais dans leur façon de faire. Je trouve qu'en plus, ça vraiment... Je pense à John Wick aussi, parce que le 4 sort bientôt, et que évidemment, je me suis refait les 3, donc la comparaison est fraîche dans la tête, mais je suis curieux de me faire The Raid 2, du coup. Ouais. Voilà, c'est ma conclusion. Curieux de voir The Raid 2. Tu vas voir, il ressemble beaucoup à John Wick. Il ressemble beaucoup à John Wick. Et il est sorti en même temps que John Wick 1, le 2. Mais, non. Oui, ouais. The Raid 2 est sorti en même temps que John Wick 1. Ouais. Non, du coup, moi j'avais envie de parler de ce film-là parce que déjà j'aime beaucoup la castagne. Et je trouve que là c'est vraiment le film qui, pour moi, est le plus efficace dans ce qu'il veut faire. Et comme tu parlais du début, moi c'est vraiment ça qui m'a marqué. Il y a 3 plans sur le fait qu'il est papa. Après, il y a un plan dans la camionnette où c'est le capitaine de l'escouade qui va faire le résumé. En fait, qui résume le film, qui dit vous êtes telle personne, vous allez à tel endroit pour choper telle personne. Il a deux lieutenants. Il y en a un, il sait faire ça, l'autre il sait faire ça. En fait, c'est vraiment, t'as un briefing de la mission comme un briefing du film. Et tout de suite, t'as l'entrée dans l'immeuble, et moi c'est vraiment cette première demi-heure là qui me fascine. C'est cette entrée dans l'immeuble qui part en vrille, et après en fait on ne respire plus pendant une demi-heure entre le moment où ils entrent dans l'immeuble et après je vais pas tout raconter, mais on ne respire pas pendant une demi-heure. C'est une demi-heure de tension, de violence extrême. Et c'est génial. Et après, du coup, t'as vraiment ce truc de piégé, en fait. T'as vraiment cette unité qui se retrouve piégée, et du coup, t'as tout de suite peur pour eux. Tu te dis, mais... ils ont aucun moyen de sortir, en fait. Il y a des snipers à l'extérieur qui, dès qu'ils se rapprochent d'une fenêtre... Qui reviennent jamais, en fait, je viens de me rendre compte. Oui, non, on les voit tuer quelques flics au début. Mais... Ouais, non, du coup, moi, c'est un... Du coup, pour refaire vite fait, Gareth Evans, c'est un réal anglais qui est allé en Indonésie pour filmer un documentaire sur le Pencak Silat, qui est je vais reprendre ma petite biographie de Gareth Evans sur Wikipédia. Ouais, le Pencak Silat, qui est du coup l'art martial indonésien qu'on voit beaucoup dans le film. Et en fait, pendant qu'il réalise son documentaire, il rencontre un livreur d'une compagnie téléphonique qui s'appelle Iko Uwais, qui va devenir son acteur fétiche. Et c'est ouf, c'est vraiment genre la rencontre incongrue. Et en fait,
en fait, avec ce film-là, The Raid, ils vont lancer limite un genre à part entière, qui est le film d'action indonésien. Et à chaque fois avec Iko Uwais en tête d'affiche, que ce soit lui ou les autres acteurs de The Raid, parce qu'il y a d'autres films vraiment dans cette même lignée, avec le capitaine du coup de l'escouade en acteur principal, mais toujours Iko Uwais a un autre rôle. Et, et ouais, non, en fait, ce film-là était vraiment marqueur d'un nouveau genre, d'une nouvelle façon de faire du cinéma d'action. Parce que t'as parlé avec John Wick, avant les films comme John Wick ou The Raid, il y a eu un moment au début des années 2000 et les années 90 où on n'a plus trop réussi à faire du cinéma d'action, où c'était devenu un peu le même truc formaté, où on savait pas trop, où les réalisateurs ne savaient pas trop comment faire pour filmer des scènes d'action, des fois ils surcutaient, des fois... En fait, ou même ils ne savaient pas chorégraphier, et donc c'est un moment où t'as des gens qui... t'as des gens qui s'y connaissaient plus, en fait souvent des régleurs cascades, des cascadeurs, qui se sont dit en fait John Wick, c'est des oui, anciens voilà, cascadeurs. ces couillons-là, ils savent pas nous filmer, on va les filmer. Et alors ça, moi je trouve ça assez génial. Et du coup, très rapidement dans le film, ils vont abandonner les armes, et ça va être que au poing ou à la machette. Et ouais, je trouve ça vraiment excellent, cette façon de filmer. Comme j'ai dit, il y a pas mal de shaky cam, c'est toujours très nerveux. Il y a toujours des mises à mort, moi que j'aime beaucoup, il y a pas mal de mises à mort différentes. Et il y a ce truc là de boss où on te tease depuis le début qu'il y a un des mecs qui est... en plus c'est un petit fétiche. Enfin, le mec, il est vraiment gringalet, quoi. Le cheveu long, le lieutenant, hein, qui est un mec un peu imprenable, ouais. Qui est le chien enragé, on l'appelle Mad Dog. Et du coup, ça va être un peu le boss final. Et t'as vraiment ce truc aussi de sac à PV de boss final qui est intuable. Et je dirais même, je sais que t'as fait Elden Ring, donc de trucs de From Software, de deuxième phase. Oui. Parce qu'il a une deuxième phase, ouais. Plus enragée. Où il est blessé, mais du coup beaucoup plus enragé, quoi. Mais du coup, même John Wick 3 va faire hommage à The Raid, parce que si vous avez vu John Wick 3, il y a ce même truc d'immeuble avec des boss, en vrai. Et il y a un des niveaux où il y a le méchant de The Raid 1 et le méchant de The Raid 2 qui affrontent John Wick. Donc il y a un peu cet hommage aussi de John Wick à The Raid. Et de respect. Oui, parce qu'il y a un respect tout du long du combat dans ce film-là. Ouais, en plus, c'est vraiment ça, où dès qu'il y en a un qui tombe à terre, l'ennemi le relève. C'est ça, alors ce qui pourrait l'achever. Et non, ouais, et du coup, tu vas voir dans The Raid 2, The Raid 2 est très très différent, parce qu'on abandonne le huis clos, parce que mine de rien, The Raid 1, c'est un huis clos qui se passe que dans un immeuble. Et ça devient vraiment ce truc-là de John Wick, en fait, d'essayer de remonter toute une mafia jusqu'au boss. Non mais voilà, moi c'est vraiment ce truc-là de l'efficacité et de la façon de réaliser, en fait, avec très peu de moyens, mais avec des gens passionnés, avec des excellents régleurs cascades. Je trouve que ça fait des films ultra efficaces et ultra plaisants à regarder. J'irais même un petit peu plus loin, même pour revenir sur ce côté jeu vidéo. Je trouve que c'est intéressant par rapport à ce que tu disais qu'en 2000, du coup, il y a eu des questionnements sur comment filmer l'action, sur comment se débrouiller, parce qu'en 2000, il y a une révolution qui arrivait, qui est le numérique. Et où du coup il y a eu tout ce truc là de comment on pourrait faire autrement, enfin, parce que toi dans le premier épisode tu avais parlé de Tigre et Dragon, c'est des films radicalement différents en termes de mise en scène et même d'intérêt de l'action. Le numérique du coup a forcément posé ces questions là du coup on peut faire potentiellement plus de choses, en tout cas de manière plus précise, on peut pas faire plus de choses, mais voilà, on a la possibilité de mouvement de caméra pour moins cher et qui rendent plus nerveux, plus tout ce que tu veux. Et du coup, c'est normal qu'il y ait eu tous ces questionnements-là. Et je trouve ça marrant que du coup, effectivement, ces grosses sagas, en tout cas, qui ont marqué un renouveau de l'horreur, se sont tournées vers le jeu vidéo, quoi. Parce que John Wick, en vérité, il y a ce truc-là de jeu vidéo aussi, de manière très précise, et ce machin aussi, qu'on est un personnage contre plein. Ce qui est vraiment le principe du jeu vidéo, quoi. Je veux dire, t'es tout seul contre plein d'ennemis, et tu les affrontes et t'arrives jusqu'à la fin du jeu, jusqu'au boss final, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant, effectivement, que ces œuvres-là, consciemment ou inconsciemment, je pense assez consciemment quand même, en tout cas, en vérité, parce que dans The Raid, effectivement, il y a vraiment ce truc qu'au début, il affronte les flingues, puis après, voilà, les machettes, puis les couteaux, puis ce boss final. Enfin, il y a vraiment une progression en plus par étage, tout ça. Et
qui va avec aussi cette idée d'efficacité de là ce qu'on veut c'est pas forcément voir des gens causer, ce qui est intéressant encore une fois c'est cette chorégraphie, cette mise en scène et c'est assez intéressant parce que quelque part le jeu vidéo est un objet purement digital. Donc du coup c'est pas si étonnant que ça qu'à l'ère numérique du cinéma on se tourne vers cet art là pour renouveler ce genre de l'action qui est vieux comme le monde quoi, enfin vieux comme le cinéma en tout cas au cinéma. Ok. J'ai hâte que tu vois The Raid 2. Je pense que tu vas kiffer. Bah ouais écoute je suis curieux. Moi pareil que pour ESS, à chaque fois que je vois un des deux The Raid, je me dis c'est celui-là mon préféré. Ah là là. Et au final je saurais jamais les départager, en plus ils sont vraiment très très différents pour le coup. Mais Et ton préféré entre OSS 1, 2, The Raid 1 et The Raid 2, entre ces 4 films? J'en ai aucune putain d'idée. Je les aime pour des raisons extrêmement différentes. Ok. Bah écoute, oui, on peut passer sur le mien, le Canardeur, hein, Lightfoot and Thunderbolt in English, qui est un meilleur titre parce que le Canardeur, c'est un peu bizarre comme titre, mais enfin Thunderbolt, voilà, c'est son nom, mais bref. De Michael Cimino, petit synopsis. J'avoue que je sais pas à quoi ressemble le synopsis officiel, donc je vais essayer d'aller un peu droit au but. C'est deux mecs qui se rencontrent par hasard. Clint Eastwood qui se fait poursuivre par on ne sait qui, mais qui a très clairement la volonté de le buter. Et donc lui c'est Thunderbolt. Et Lightfoot, on comprend que c'est un jeune fougueux qui a envie de vivre pleinement sa vie, qui s'en fout un petit peu du fric, machin. Première scène, il vole une bagnole, machin. Et les deux se retrouvent ensemble et se lient en amitié assez rapidement. Et en même temps, on va dire qu'ils fuient, du coup, non pas un, mais deux personnes en fait qui veulent tuer Clint Eastwood. Ils vont préparer un casse. Que Clint Eastwood, du coup, Thunderbolt, en fait, il est, on va dire, un petit peu mythique. Il a cambriolé une banque et dévalisé 1,5 million. D'époque, donc ce qui équivaut à 3,5 millions, je crois que j'ai calculé, j'étais sur un convertisseur sur le web, et ils vont préparer en fait le même casse pour cette banque-là. Et voilà, c'est une espèce en vérité, plus qu'un film de casse, c'est quand même plus un road movie qu'un film de casse. Le casse, c'est peut-être les 20 dernières minutes. Et ouais, je vais pas en dire spécialement plus, parce que je sais pas s'il y a besoin d'aller plus loin que ça pour parler du film après tout ça. Donc je vais te laisser te dire, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier film de Michael Cimino? Ouais, bah du coup, en plus tu m'avais montré il y a 1 ou 2 ans The Deer Hunter, ouais. Qui je sais plus comment il s'appelle, Voyage au bout de l'enfer. Ouais. Mais là les deux titres sont cool. Ouais, même si Voyage au bout de l'enfer est plus classique. The Deer Hunter, moi je trouve ça vachement mieux par rapport à ce qu'est le film. Enfin, plus... Enfin, il y a toujours un truc de la nature chez Cimino. Il y a un truc poétique dans Voyage au bout de l'enfer. Oui, mais bon, ouais, c'est un peu facile. Mais ouais, mais bon, tu m'avais montré ce film-là, moi j'avais vu aucun de Cimino avant, et j'avais adoré. Du coup, c'est un film, c'est un des grands classiques qui parle de la guerre, notamment du Vietnam, et il y avait vraiment ce truc de parler des prolos en fait qui y vont, parce que ils viennent d'une ville minière, c'est une communauté. Non, pas minière. Pétrolière plutôt. Bah, il fabrique des trucs quoi, donc non, même pas pétrolière, non. Bon, industriel plutôt, mais je dis des conneries. Aucun des deux, non. Et ouais, il y avait j'avais beaucoup aimé notamment toute cette première partie, le premier tiers qui se passe pendant un mariage, où tu vois tout, c'est une communauté, c'est des immigrés russes, si je dis pas de conneries. Polonais, je crois. Polonais. Putain, mais je dis que des conneries. En tout cas, des trucs juifs, en tout cas. Enfin, des trucs juifs. Non, parce que le mariage est juif, c'est pour ça que je dis ça, c'est un mariage juif. Ouais, du coup. Et ouais, j'avais adoré toute cette ambiance-là, et sa façon de filmer, sa façon de montrer les gens, les petites gens, de les mettre en valeur. Et aussi, ouais, du coup, sa façon de parler aussi des traumas de la guerre. Parce qu'au final, toute la partie au Vietnam, elle dure pas très longtemps. Je crois qu'elle dure 20 minutes. Hein, ouais, 20, minutes. Après, c'est plus... c'est l'après. En fait, c'est les parties les plus longues, c'est l'avant et l'après, c'est les traumas, du coup, qui vont engendrer la guerre. Et ouais, non, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, quand tu m'as dit qu'il y avait un film avec Clint Eastwood et Cimino, non mais... les deux qui faisaient un film ensemble, je m'attendais à un truc vraiment très dur, parce que Clint Eastwood n'est pas non plus connu pour faire des comédies. Et en fait, non. Cimino non plus. Ouais, Cimino non plus, du coup. Et en fait, c'est un film assez léger, parce qu'il est assez drôle. Du coup, les deux personnes qui poursuivent Clint Eastwood, c'est un peu des Laurel et Hardy, ils ont un côté un peu burlesque.
Et donc il y a un côté assez léger en fait dans cette fuite un peu en avance et on les voit parcourir les espaces du Montana et faire du coup ce casse-là. Bon, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime bien cette alchimie qui est entre les deux qui commence dès le début en fait, parce que du coup la plupart du temps dans les buddy movies il y a vraiment ce truc de au début c'est deux personnes qui se détestent et ils sont obligés de soit être au même endroit au même moment, soit de faire une mission ensemble et au final ils vont s'apprécier. Et là au contraire c'est étonnant parce qu'en fait ils s'apprécient dès les premières secondes, ils deviennent potes au bout de 30 secondes quoi. Et non j'aime beaucoup cette alchimie entre les deux, c'est la première fois que je vois Jeff Bridges qui joue un rôle comme ça. Du coup, vraiment de jeune un peu insouciant, un peu naïf, comme tu dis, qui a envie de vivre la vie à pleines dents. Et non, j'ai beaucoup aimé, il y a vraiment ce côté un peu film de mec. Croquer la vie à pleines dents. Croquer, ouais, mais laisse-moi te dire les conneries que je veux. Et il y a vraiment ce côté un peu film de mec où t'as ces deux cow-boys en fait qui passent du bon temps ensemble, qui boivent des bières ensemble et qui veulent coucher avec des meufs ensemble et qui sont un peu décalés par rapport à leur époque. Non, bah du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé. Je trouve le film drôle, aussi touchant un peu. Je vais pas spoiler, mais il y a des moments touchants. Et je pense que c'est plutôt, ouais, même ce côté buddy movie, plus que le cast que j'ai bien aimé. Plus la première partie road trip que j'ai vraiment apprécié. Même si le cast est très sympa, avec la course-poursuite avec les policiers. Non, ouais, vraiment bien aimé. Ok, bah moi je voulais parler de ce film-là parce qu'effectivement c'est le premier film de Cimino. Pour ceux qui voient pas trop qui est Cimino, effectivement c'est le gars qui a fait Voyage au bout de l'enfer, qui a été un raz-de-marée, qui est probablement un des plus grands films américains qui ait jamais été fait. Et qui en plus, qui juste après a fait un film nommé Les Portes du Paradis, qui a été un film effroyablement ambitieux, mais justement peut-être un peu trop. Et bon, qui est un grand film aussi, mais qui a été un four absolu en termes de critique, de box-office, tout ce que tu veux. Et ce mec-là a un peu tué sa carrière, parce que Voyage au bout de l'enfer, en plus d'être un grand film avec le recul, a eu plein d'Oscars, a été un grand succès, et on lui a donné carte blanche pour la suite. C'était un peu le nouveau génie, sachant que c'est un mec qui est en plein Nouvelle Hollywood en plus, quoi. Donc il fait partie de ces grands auteurs qui sont en train d'arriver sur le devant de la scène. Sauf que voilà, La Porte du Paradis flop, ça le tue, et il a jamais réussi à vraiment remonter la pente. Il a fait un film après, qui est très bon, mais 5 ans après, qui est un film beaucoup plus modeste, qui s'appelle L'Année du Dragon, que je recommande beaucoup. Et j'ai jamais vu les 4 derniers films qu'il a fait, parce que tout simplement, c'est vrai qu'ils ont pas l'air terribles, quoi. Donc c'est vrai que c'est dur de vouloir s'y pencher. Mais celui-là est vraiment intéressant, parce que c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand film, mais je trouve une photographie intéressante de l'Amérique de cette époque-là. Parce que je suis d'accord avec toi, le fait que ce soit 2 cow-boys seulement, et ils sont dégagés avec leur époque, mais pas de la même manière. Il y en a un qui est trop vieux, et l'un qui est peut-être trop libertaire par rapport à l'époque dans laquelle il se trouve. Parce qu'il prend pas Clint Eastwood pour rien, il prend, et c'est marrant, c'est un peu annonciateur du cinéma de Clint Eastwood en tant que réalisateur. C'est Clint Eastwood, il te parle toujours de la fin d'une ère. Globalement, c'est toujours ça dont il va parler dans la suite. Il a déjà réalisé 3 films à ce moment-là, enfin au moment où le film sort. Mais il a des films comme Impitoyable, tout ça, c'est un film qui dit bon, les cowboys c'est derrière, machin. C'est de la fin d'une certaine période américaine. Et lui on parle toujours avec pas une forme de nostalgie, mais une espèce de manière un petit peu à lui de voir cet empire disparaître tout simplement. Là on est un peu sur autre chose, parce qu'effectivement on est face à quelqu'un qui se rend compte qu'il est plus trop de cette époque-là. Mais il est face à un jeune fougueux qui n'a envie que d'une seule chose, c'est de liberté. Et effectivement, c'est la différence entre ces deux personnages-là qui va aussi les rapprocher, et qui va créer aussi, enfin, qui va faire que, quand même Clint Eastwood est plutôt renfermé, machin, le personnage de Jeff Bridges, donc Lightfoot, va souvent le faire rire, par exemple. Il va souvent, rire même, il y a vraiment des moments où tu vas voir les deux se taper des bonnes tranches ensemble. Mais c'est vraiment un film de mec, quoi. On boit des bières ensemble, on fume des cigares ensemble. Et c'est là que c'est important de rappeler que c'est un film de Cimino, c'est que c'est un mec qui a toujours parlé du fantasme américain, et qui a toujours pris plaisir, je sais pas, mais en tout cas à le décortiquer, à le casser. En revoyant Le Canardeur, je me suis dit que c'est marrant, c'est presque un mec qui aujourd'hui, en tout cas dans le propos, pas forcément dans la manière de faire, mais qu'on pourrait presque lier à un Jordan Peele. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est Jordan Peele, c'est que c'est un type qui repense la mythologie américaine. C'est-à-dire que Get Out, Us et encore plus Nope, c'est vraiment des films qui reprennent des codes d'une mythologie américaine
et qui les détourne, qui les recrée, et qui du coup crée une nouvelle imagerie de ce truc-là. Et Cimino, pour moi, est effectivement là-dedans, quoi. C'est-à-dire que le Canardeur, il reprend effectivement cette imagerie de cow-boy. C'est un mec qui a toujours plus ou moins fait des westerns au final. Des mecs comme Carpenter qui n'ont jamais fait vraiment de western, on va dire dans le thème, mais qui dans la manière de faire ont toujours eu des cow-boys en premier rôle quelque part, et qui en ont toujours fait ce qu'ils en voulaient, parce que même De Niro quelque part est pas loin d'être un cow-boy dans Voyage au bout de l'enfer. Il a ce truc là pareil, très taiseux, c'est à la fois un homme, mais bon après Cimino a toujours exploré aussi les faiblesses de ces gens là, et ça moi j'aime assez. C'est un chasseur. C'est un chasseur, oui, totalement, ouais. Oui, il y a ce truc de respect de la nature, mais en lui mettant une balle quand même, quoi. Chose qui évolue au fur et à mesure du film. Là, on parle bien de Voyage au bout de l'enfer. Mais même le Canardeur parle aussi de sujets. C'est marrant comment il parle des sexes et des genres, par exemple. C'est-à-dire, il y a ses filles au début. Dès le début, il ramène 2 nanas, Jeff Bridges. Il dit, bah tiens, celle-là, elle est pour toi, celle-là, elle est pour moi. Sauf que celle qui reste avec Clint Eastwood, elle dit, bon, maintenant, tu me raccompagnes. Lui dit, bon, non, j'ai pas envie. Il fait, bah, du coup, je sors et je crie au viol. Hein. Il fait, tu le feras pas. Et du coup, elle sort, elle se met à hurler. Et du coup, il fait, ok, d'accord, je vais payer le taxi. Il y a une espèce de nouvelle liberté dans l'émancipation de la femme aussi. On en croise une autre après qui cabosse la bagnole de Jeff Bridges, parce qu'il la klaxonne en mode hey, salut bonne dame, et du coup, elle lui fait un dos d'honneur, elle prend un marteau, elle carcasse son truc alors qu'ils sont tous les deux en train de rouler. Et elle s'arrêtera pas après. Donc il y a aussi plein de questions. Il y a le truc du fait du travestissement, si à certains moments. Enfin, il y a plein de choses sur cette manière de montrer un pays qui évolue, et surtout que certaines personnes ne comprennent pas cette évolution-là. Et il y a ce fameux truc, on va dire, à la fin, il y a un détail avec une école, on va dire, parce qu'on sait que le magot a été planqué dans une école. Le magot du premier cast qui date avant que le film commence a été planqué dans une école. Et on va dire que cette école revient d'une certaine manière vers la fin. Déjà, moi, je trouve que c'est d'une poésie sans nom. Et c'est à l'honneur d'une ancienne Amérique, je crois, qui a marqué... Enfin, en gros, c'est pas une école qui va servir d'école, c'est genre un monument, quoi. Et qui a un hommage à l'ancienne Amérique, quoi. Et... Cimino, je trouve que t'as bien fait de souligner tout du long que c'est un film qui est plutôt joyeux, parce que c'est vrai. Même si on peut aussi dire que plus le film avance, notamment à partir du cast, plus... ça devient... Oui, on abandonne l'humour à ce moment-là. Ça devient beaucoup plus rude, quand même. Et je trouve que c'est la toute fin du film, sans spoiler exactement comment que ça se passe, il y a quand même quelque chose de très... Cette fougue de la jeunesse dans le monde dans lequel ils sont est très vaine, en fait. Elle est obligatoirement détruite, on va dire, quoi. Ce qui est dur, mais en même temps, c'est un film qui est sorti après le Vietnam, donc c'est pas pour rien qu'on parle de sacrifice de la jeunesse aussi, enfin, en tout cas dans un des thèmes, et ce sacrifice de la jeunesse, et oui, une génération complètement sacrifiée au profit en plus de rêves des plus anciens, de rêves, voilà, d'une toute puissance américaine, voilà, encore une fois le cow-boy quelque part, quoi. Enfin, en tout cas quelque chose qu'on pourrait lier au cow-boy, voilà, cette envie de domination de la nature. Donc ouais, non, c'est vraiment un film intéressant. On voit déjà que c'est un mec et c'est marrant parce que c'est un mec qui est né à New York, et c'est un type qui a toujours pris plaisir à filmer les grands espaces de nature. Dans les deux moments, il me filme le Montana, je crois, que ce soit dans Deer Hunter ou dans le Canardeur. Je crois que c'est... J'ai oublié pour Deer Hunter. Mais ces plans sur le Montana sont magnifiques dans le Canardeur. Ouais, et puis là, on est dans de la profondeur de champ, en plus, complètement hallucinante. Ouais, il a une façon de filmer les grands ensembles vraiment très très belle. Et ça se voit dès celui-là, quoi. C'est un type qui est à l'aise là-dedans, et qui sait l'utiliser parce qu'il montre souvent des personnes qui sont, enfin en tout cas dans sa manière de filmer, dans la manière de les montrer, souvent des gens perdus au milieu un peu de tout ça aussi. Des gens qui sont à l'aise au milieu de ce vide, de ce rien, entre guillemets, de cette pureté aussi. Et le cast se passe en ville d'ailleurs, et là tout de suite on est beaucoup moins à l'aise. Et son film La Nuit Dragon, qui est un peu son retour justement après son flop, est un film qui se passe à Chinatown. Et lui, il va pas filmer Chinatown comme les autres, il va filmer déjà ça vraiment comme un espace où on étouffe, où tout est contraire à... Enfin, on a un personnage qui veut forcément toujours avancer et où on va toujours vouloir l'amener dans le sens contraire. C'est un film où il va régulièrement utiliser des plans larges dans le sens technique du terme, mais où ces plans larges ne vont jamais pouvoir profiter de la profondeur de champ, de ces grands espaces, parce qu'il ne peut juste pas, quoi.
Et c'est un super film, hein, vraiment, mais c'est encore plus intéressant quand on voit sous ce prisme-là, moi je trouve. Et sauf que là, le Canardeur, voilà, il a ce truc de road movie. Je vais aller un peu plus loin parce que j'ai réalisé que c'est un film qui est sorti 1 an après le premier film de Malik, qui s'appelle La Balade sauvage, qui est aussi un road movie. Parce que là, on suit un couple entre un jeune garçon et une jeune fille. Vraiment, on va dire très comme un conte, mais vraiment comme un conte qu'on raconterait un gamin. C'est une musique qui ressemble vachement à des trucs de boîte à musique, par exemple. Et qui, en fait, pour gagner leur liberté, on va dire, vont être obligés de commettre des méfaits, voire des meurtres, quoi. Mais pour pouvoir loger dans une baraque, vont être obligés de séquestrer les gens qui sont là-bas. Mais ça va toujours être montré avec une forme de distance et une espèce de liberté absolue, mais du coup ultra dérangé, ultra sur le côté. Et c'est des mecs qui ont forcément questionné ce truc-là de liberté complètement factice et... Bah, Eastwood l'a fait aussi. Comment il s'appelle ? C'est pas Un Monde Parfait ? Ouais, ça me dit rien. Où c'est... je vais vérifier en même temps, mais c'est un film de Eastwood où c'est un mec qui... je crois qu'il fait un casse, ça marche pas, et du coup il capture un gamin comme otage, et après ça se transforme en road movie avec ce gamin, et forcément il y a une relation qui vont se créer entre le mec et le gamin, et oui, il y a aussi ce côté un peu de liberté qui est au final vaine, parce que tu sais qu'il a toujours la police au cul et que ça peut jamais bien finir. Mais alors, je vérifie en direct. C'est ça. En fait, c'est des films souvent, en tout cas pour celui-là, Un Monde Parfait, d'accord. Un Monde Parfait de 93 et réalisateur Clint Eastwood. Ok. Ouais. Bah, comme quoi. Mais du coup, effectivement, je pense que dans les années 70, il y a souvent eu ce truc qui sont pas, attention, des trucs de boomer en mode la jeunesse fait n'importe quoi, qui dit que c'est une jeunesse qui a complètement été abandonnée et qui, en fait, dès le moment où elle est née, dès le moment où elle est devenue adulte, était déjà foutue, en fait. Pas par leur faute, pas parce qu'ils sont cons, mais pas à cause de tout ce qu'il y a eu, avant. Donc dans Le Canardeur, vraiment, je trouve que c'est un film vraiment, vraiment intéressant. J'ai même quelques petits reproches à lui faire. Le casse, je suis d'accord avec toi, je le trouve cool. Tout ce qu'il y a un petit peu avant le casse, moi je trouve que c'est un ventre mou un petit peu... Le moment où ils trouvent chacun des jobs. Ouais, exactement. Pour avoir un peu de thune. C'est pas un moment très intéressant, quoi. Enfin, oui, bon, après le film dure un peu moins de 2 heures, hein, c'est pas un calvaire, mais je veux dire, tu sens, voilà, les courses-poursuites en bagnole sont marrantes, mais c'est pas les courses-poursuites en bagnole les mieux filmées que j'ai vues de ma vie, honnêtement. C'est pas, je pense pas que c'est ça qui l'intéresse. J'ai une question à poser. Le bruit des coups de poing dans les films de cette époque-là, je n'ai jamais expliqué ce son, tu sais, le psh, comme ça, là. Jamais compris, ce putain de son, voilà. C'est une petite parenthèse que ça m'a pas choqué, là. Non, ça mais parce qu'en pas. plus, les combats au poing sont des scènes plutôt comiques dans celui-là. Et, enfin, non, et d'ailleurs, les coups donnés violents, eux, n'ont pas de ce bruitage-là, d'ailleurs, mais parce que c'est des coups de pied. Je vais pas dire ce qui se passe, mais... Ouais. Il y en a un qui se fait tabasser au sol quand même. Ah, elle est méga violente cette scène. Non, mais voilà. Et je peux encore recommander de toute façon les Timino, mais comme quoi les premiers films, il y a souvent ce truc-là un peu. Tout est dedans. Enfin, oui, tout est dedans et tout est plus direct. Du coup, c'est vrai, ça donne souvent des grilles d'analyse intéressantes pour la suite. Mais c'est ouf parce que, ouais, du coup, ce que tu me disais, c'est que, ouais, du coup, Cimino n'avait jamais réalisé de film avant, que du coup, Clint Eastwood lui a fait confiance en lui disant, je sais plus combien t'avais dit, mais soit un jour, soit une semaine, et si t'arrives pas à réaliser, je reprends la réal. C'est ça, parce qu'il est aussi producteur. Mais, ouais, non, je trouve que pour un premier film, c'est quand même assez magistral, la réal. Ouais, bah, c'est un mec. Et puis quand tu te dis même que Voyage bout de l'enfer, c'est un deuxième film, hein. C'est quand même délirant, quoi. Le truc avec Cimino, c'est un des rares films américains qu'on peut trouver, même dans cette période-là, où il n'y a qu'un seul scénariste, qui est également réalisateur, du coup. Donc Cimino est l'unique scénariste. En fait, il s'était fait repérer en tant que scénariste par Eastwood sur un Dirty Harry, l'inspecteur Harry en français. Donc c'est le Magnum Force, moi j'en ai vu aucun, donc je sais pas si c'est le 2 ou le 3e, peu importe, mais déjà, son travail a été apprécié. Il avait écrit ce film-là en pensant à Clint Eastwood, spécifiquement. Et du coup, il a demandé à son manager, et Eastwood avait été conquis. Et, pour l'anecdote, je ne sais plus le nombre de jours exact, parce que je ne sais plus si c'était dans les bonus du DVD que j'avais à l'époque, ou si c'est dans le documentaire, le très bon documentaire de Jean-Baptiste Auré sur Cimino,
qu'il a fait pour Arte. Il en a fait un long métrage aussi, mais que j'aime un peu moins. C'est God Bless America, je crois. Enfin, Michael Cimino, God Bless America, le titre du docu. Bref, Eastwood, donc aussi producteur du film, lui a dit écoute, ton scénario, super, on va partir en prod, c'est validé. Seulement, comme justement, je sais pas ce que tu vois en tant que réalisateur, je te laisse une journée ou une semaine, c'est le détail que j'ai oublié, mais dans les deux cas, c'est très court, pour voir ce que tu vaux sur le set, sur le plateau. Et si ça me plaît pas, je reprends les commandes et c'est moi qui le réalise. Voilà. Genre, et toi, t'es évincé, enfin, tu resteras scénariste, mais juste scénariste, quoi. Et l'histoire a fait qu'il a été convaincu et que Cimino est resté à la tête. Mais c'est un film qui a compté pour Eastwood parce que il avait un contrat chez United Artists, sachant que Eastwood c'est plutôt historiquement chez Warner Bros. Pour la petite anecdote, il y a que deux réalisateurs qui ont eu leur bureau à Warner Bros. C'est Eastwood et Christopher Nolan récemment. Ok. Et voilà, c'est les deux seuls qui ont eu leur bureau attitré à Warner. Et il avait signé un papier chez United Artists pour 2 films. Le film a eu un joli succès, mais pas un truc monstre, surtout quand on pense à ce qu'était Eastwood à l'époque. Eastwood en a voulu à United Artists, il s'est dit vous avez très mal vendu le film, et même si dans son contrat c'était stipulé pour 2 films, il a jamais fait le deuxième film pour United Artists. Ouais, il a dit non, vous m'avez saoulé, je ferai pas de deuxième film avec vous, même si c'est dans mon contrat, non, voilà, je vous emmerde. Je sais qu'il y a un documentaire sur Cimino qui est sorti l'année dernière, tu l'avais vu ou pas? Mais c'est celui-là, c'est celui de Jean-Baptiste Auré. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est Le Mirage américain, le long métrage, je crois. Et qui était pas mal. Mais encore une fois, je recommande le 52 minutes qui est sur Arte plutôt. Qui est plus concis, et parce que c'est super intéressant, parce que Jean-Baptiste Auré, c'est, pour ceux qui voient pas, c'est un grand critique et analyste et essayiste sur spécifiquement le nouvel Hollywood. Mais récemment, il a sorti un bouquin sur Michael Mann, par exemple. Et c'est un type qui a beaucoup écrit, notamment sur Cimino. D'ailleurs, il a déjà déclaré la mort de Cimino en 2016. Il a dit que Voyage au bout de l'enfer et Les Portes du Paradis, je sais jamais, étaient les 2 plus grands films américains de ces 40 dernières années. Donc autant dire que c'est un fan absolu, mais c'est un mec qui a beaucoup parlé aussi de gens comme De Palma, comme Scorsese, tout ça. Et du coup, il a fait 2 documentaires sur Cimino, un sur Arte, un au cinéma, et où il retourne notamment sur les lieux de tournage de Voyage au bout de l'enfer. Et où il va voir les gens et il leur demande vous rappelez quand ce film-là, parce que c'est vraiment été tourné dans un petit bled, quoi. Et où il demande comment ça s'est passé, comment les gens étaient montrés, qu'est-ce qu'ils ressentent en voyant le film, sur comment Cimino les a représentés, qu'est-ce que ça a pu révéler sur eux, comment ils ont vécu ça, quoi. Donc non, ces documentaires sont très bons. Je sais pas s'il est encore disponible sur Arte, mais le premier, c'est un film produit par Arte, donc je vois pas trop de raison pour laquelle il serait plus disponible. Oui, surtout qu'Arte, ils sont trop cool, ils mettent tout sur YouTube. Ouais, c'est ça. Donc à voir. Donc voilà, parce que Cimino, malheureusement, souffre un peu, effectivement, de ce truc-là de... il y a Voyage au bout de l'enfer qui trône tout en haut, et à raison, parce que c'est complètement fou. Mais il a fait 3 autres films extrêmement intéressants, quoi. Encore une fois, j'ai pas vu ceux d'après, mais... C'est vrai que quand tu vois les images, Alors, anecdote, c'est un mec qui a toujours voulu faire un film sur le Tour de France. Ah ouais? Je crois qu'il a fini sa vie en France, hein. Mais tu te dis, oui, enfin pourquoi pas, mais pour un type qui fait des films plutôt violents, ultra ancrés américains en plus. Oui, pour moi c'est un cinéma qui est très américain et qui parle à chaque fois de l'Amérique. Je sais pas si toi ça t'a fait ça, dans celui-là moi j'ai vu un peu de Frère Cohen par moment, moi. Ah ouais, j'ai pas pensé. Mais tu vois, quand il vole Est-ce que c'est le côté Jeff Bridges parce qu'il a beaucoup joué aussi après Non, je pensais dans cette idée, tu sais, que dès qu'un personnage apparaît succinctement, on voit quelque chose d'un peu cartoon par moment. Notamment un moment ils montent dans une voiture, ils font du stop. Ouais, et en fait le mec est complètement fou. Ça pourrait être dans Brother par exemple, tu vois. Ouais. Enfin, je trouve. Ou on va dire dans ce truc de fin dans l'école, on va dire, encore une fois pour prendre des pincettes, il y a un couple à ce moment-là, oui, où il y a le mec qui est vraiment vous voulez mon appareil photo et ça, et sa femme à côté qui était vraiment une victime, quoi, juste parce que Clint Eastwood le regarde avec son regard d'acier là que Clint Eastwood peut avoir. C'est ça. Mais... Et pour moi ça, il y a un truc un peu de Cohen, quoi, même dans la manière de montrer ces gens-là où on les connaît directement, quoi. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Écoute, 1h36. On peut peut-être parler de nos attentes.
Ouais, déjà, on n'a pas pu en parler, mais on a vu un film qu'on va vous parler au prochain épisode qui s'appelle Bonne conduite de Jonathan Barré. Réalisateur du Palma Show. Ouais. Plutôt partie du Palma Show. Oui, en fait, c'est le troisième membre du Palma Show. Eux me le disent, ouais. Et qu'on a plutôt très apprécié. 29 mars. Et donc voilà, il sort le 29 mars, allez le voir, et il se passe dans notre chère ville de Douarnenez. Hein. Douarnenez. Donc voilà. Il y a Les Apaches qui sort le même jour, on en avait parlé dans le premier podcast en pensant qu'il sortirait dans les semaines qui suivent, mais en fait il sort le 29 aussi. Mais j'ai bien hâte de le voir. Ouais, vu les bandes annonces là au ciné, les affiches, vraiment, pour ceux qui pensent que le cinéma français, pareil, ça peut être chiant, machin, allez juste regarder la bande annonce. Ça a l'air d'être une espèce de Peaky Blinders sous coke à la française. Je regarde la bande annonce, ouais, juste, moi en tout cas elle m'a conquis. J'aime beaucoup Alice Isaz en plus, donc j'ai très envie de voir ce que ça donne dans ce bousin. John Wick 4, on en a parlé rapidement. Ouais, trop hâte. Qui sort dans 2 jours là pour nous. Il sort, même pas demain. Ah putain, on est mardi, ouais, il sort demain, putain. Il sort demain. Mais bon, c'est bon. Tout le monde en a entendu parler. Enfin, on en parlera si on l'a aimé, évidemment, mais je veux dire, bon, contrairement. Oula, pardon, je crois que j'ai tapé contre mon micro. Contrairement à Fabelmans, où il fallait peut-être essayer de booster un petit peu John Wick 4. Ceux qui ont envie de voir John Wick 4, ils vont aller voir John Wick 4, il n'y a pas trop de doute. Quand bien même, hein, parce que le saviez-vous, j'ai une passion pour les chiffres du box-office, aucun John Wick n'a dépassé le million d'entrées en France. Ah ouais. Ouais, 800 000 entrées le 3. Et sachant que ça a été progressif. Non, je crois que le 2 a fait moins d'entrées que le 1 même. Ok. Voilà. Mais bon, celui-là a été tourné à Paris, machin, il y a énormément de com. Oui, ouais, on voit partout dans le métro à Paris, on voit des affiches dégueulasses. Des affiches dégueulasses avec l'Arc de Triomphe ou avec la Tour Eiffel. Ah la vache. Ouais. Celle où il est en bagnole là. Ouais, c'est horrible. C'est vraiment. Mais ça va être bien. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai extrêmement hâte. Je sais que toi tu voulais parler rapidement d'une série. Ouais, non, du coup, j'ai vu des séries très cool et notamment j'ai vu une toute petite série qui est sur Disney+, qui s'appelle The Bear, qui est en fait une série qui parle pas d'ours cocaïnés. Ah là là. Ah, t'allais faire la blague. Ouais. Merde. Non, et qui parle en fait d'un chef new-yorkais. En fait, d'un chef qui a fait ses armes à New York et qui a fait partie des plus grands restos du monde, voire même qui a été élu un moment le meilleur chef au monde. Et à la mort de son frère, il va reprendre le resto familial, qui est vraiment un petit boui-boui qui vend des sandwichs et des plats rapides. Et du coup, en fait, il va passer de la très haute gastronomie à ce petit boui-boui là qui est endetté, qui a une équipe qui est à moitié formée, et c'est vraiment, je crois que ça dure 7 épisodes. C'est fantastique, c'est à la fois très drôle, très touchant, et il y a une tension constante. Et il y a notamment un épisode qui est beaucoup plus court que les autres, qui dure 20 minutes, mais qui est un plan séquence. Et qui plus le plan séquence avance, plus ça part en couille. Et ça te crée une tension monstrueuse dans des cuisines. Donc voilà The Bear. Et puis, je reviens sur... Du coup, voir c'est sur quoi ? Ah, sur Disney+, pardon. Et ouais, je crois que c'est 7 épisodes, si je dis pas de 10. Et je reviens vite fait sur The Raid, parce que du coup, Gareth Evans a réalisé une série qui s'appelle Gang of London. Je crois qu'il y a la saison 2 qui vient de sortir, ou qui va sortir, je sais plus. Mais Gangs of London, c'est une série du coup qui reprend un peu la passion de Gareth Evans pour filmer un peu la mafia et la violence, voire l'ultra-violence. Et du coup, ouais, c'est une famille un peu... En plus, je crois qu'il y a des acteurs de Peaky Blinders dedans. Mais une famille un peu type Peaky Blinders dans Londres, mais du coup actuelle. Et du coup, on vit en fait la violence de cette famille-là de l'intérieur. Donc voilà. Ok. Et puis... il y a la saison 2 de Carnival Row qui sort. J'ai l'impression que personne n'en parle de Carnival Row. Moi, je trouve ça génial. Qui est une série. J'ai certaines critiques plutôt négatives, moi, justement. Moi, j'adore. Mais ouais, qui est une série qui est une sorte de. Encore Londres, mais une sorte de Londres fictionnelle, qui s'appelle The Burg, et à l'époque victorienne, qui montre des fées et des faunes qui vivent avec des humains, mais qui sont considérés comme une sorte de sous-race. Il y a un apartheid, quoi. Et c'est une série à la fois policière, politique, un peu rom-com de temps en temps. Et j'adore cette série-là. C'est mon péché mignon. Avec Cara Delevingne et Orlando Bloom.
Et ça va être le premier épisode où on prononce pas le mot fasciste, mais du coup aussi en fait. Mais non, mais moi j'ai pas d'idée de titre pour cet épisode-là. T'aurais une idée de titre pour là, il l'instant y en a aucun qui me vient, mais je vais y D'accord, réfléchir. On réfléchira alors. Moi, je remercie juste pour la fin, encore une fois, Ferdi qui fait la musique de début, Nathanaël qui nous a fait la base du graphisme, et Renaud qui fait le mixage aussi, parce que des fois il y a un peu de boulot là-dessus. Et voilà, c'est mine de rien, c'est aussi ça, Ciné20, putain. Putain, et c'est le premier épisode où on finit pas la bouteille avant la fin aussi. C'est vrai. Bon, parce que oui. Enfin, si elle est bonne, hein, mais c'est vrai que c'est. Mais il est plus court aussi. Ah, quoique 1h44. Oh, si, c'est plus court que l'autre. Bah, c'est plus court que les 2h15 qu'on a fait la dernière fois, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait beaucoup de films. Voilà. Bon. Eh bien, merci beaucoup. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de Ciné20. On espère dans 20 jours pour de vrai cette fois. Ciao!